Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast sur le fil de l'actu. Alors un podcast aujourd'hui moins politique, moins polémique, ça fera une respiration à certains, parce que j'ai vu dans les commentaires qu'il y en a, ils étouffent avec ça, c'est terrible, il y en a, ils ont du mal à supporter la pression. Donc aujourd'hui on va parler de pêche, parce que c'est bientôt l'ouverture de la truite. Et Mmh. pour ce thème, c'est super, parce que j'ai quand même deux spécialistes avec moi, Bill François évidemment, notre rédacteur en chef, salut Bill. Bonjour. Et puis Julien Cazenfort, qui a signé quelques articles chez nous à la pêche et les poissons, et qui a un guide de pêche extrêmement réputé dans le Cantal. Oh, fais pas le faux modeste. Mais et donc je suis très content de te recevoir parce que là, Merci. ça va être vraiment super. D'autant qu'en plus, moi, la truite, pas grand-chose à dire, mon incompétence totale. Donc là, c'est super, je vais apprendre pas mal de choses. Et on a parlé d'ailleurs, restez bien, parce qu'on a parlé un petit peu avant là pour préparer le podcast, et aussi parce que Bill s'était trompé de jour, qu'on a eu un peu de temps pour papoter. Et en fait, il va nous parler d'une technique que je ne connaissais pas et dont je fais pareil que beaucoup de gens parmi vous ne connaissent pas, et qui a l'air d'être vraiment redoutable à l'ouverture. Donc je pense que ça va être super. On va parler évidemment aussi du numéro 965 qui est en train d'arriver en kiosque au moment où je vous parle, qui est donc évidemment un numéro spécial ouverture, mais celui qui sortira le week-end de l'ouverture sera aussi consacré à ce poisson-là. Donc ça, c'est super. On passera assez vite. Et puis évidemment, pendant le live, le podcast, il y aura un jeu concours. Alors sachez quand même que Laurent Zalambani n'a toujours pas réclamé ses lots, donc je vais être obligé de remettre en jeu ces lots-là. Et la dernière fois, c'est Johannes Charvolin qui n'hésite pas à nous contacter, qui avait remporté les lots. Et d'ailleurs aujourd'hui, alors, vous voyez, j'ai une très belle casquette Cordouan Pêche Évasion sur la tête. Je fais gagner sa petite sœur aujourd'hui avec, évidemment, la casquette mascate de Zalambani qu'il n'a pas réclamée, et puis toujours avec la tresse, forward ici et là. Donc c'est plus tard pendant le podcast, je vous donnerai un petit peu la règle du jeu. On en parlera, après. On va aller très vite. Il y avait des questions aussi, d'auditeurs. J'en ai retenu une que j'ai trouvée intéressante parce que notre émission est une émission de décryptage, et quelqu'un dit: «Ah mais Numa, je trouve que tu coupes beaucoup la parole». Eh bien, sachez que je suis payé pour ça. Et il se trouve que dans le rôle de l'animateur, il faut éviter ce qu'on appelle les tunnels. Donc là, je peux pas vous montrer, mais je fais apparaître l'horloge de mon ordinateur sur mon écran. Et quand un des intervenants parle trop longtemps, généralement une minute 30, on sait que le taux de rétention devient trop faible, qu'il y a beaucoup de gens qui vont en profiter pour partir. Et donc, je crée un petit événement en coupant la parole. Donc voilà, c'est pas seulement de l'impolitesse, même si c'est un peu un de mes défauts dans la vraie vie. C'est aussi mon rôle d'animateur. Donc pardonnez-moi pour ça. Aujourd'hui, on va donc parler de la truite, et on s'est fendu d'un petit sondage sur les réseaux sociaux quand même pour vous demander votre avis sur certaines choses. Alors Julien, Bill, je voudrais que vous nous disiez tout de suite ce que vous en pensez. Alors, nous, ce qu'on a appris, alors l'échantillon n'est pas représentatif, je n'avais pas 1000 réponses, mais quand même, au moins on a des gens qui vont faire l'ouverture. 80% des sondés déclarent qu'ils vont pêcher en nymphe et 20% en mouche sèche. Moi, ça me surprend pas parce que la mouche sèche, déjà, de manière générale, en France, bon, ça se tasse un peu, mais alors à l'ouverture, effectivement, c'est pas le bon moment. Julien, notre invité, d'abord. Alors, je suis complètement d'accord avec ça. D'abord, c'est une tendance générale, c'est une tendance générale qui est liée simplement à la diminution des insectes, globalement dans les cours d'eau et du coup, à la baisse des éclosions et puis il y a le facteur, périodicité, enfin période, du coup, qui est pas bon, hein, avec des eaux qui frôlent les 4-5 degrés, compliqué d'avoir des éclosions donc la nymphe, sous l'eau. On va aux poissons et c'est le mieux à faire, effectivement. Et est-ce que tout à fait dans le sud de la France, où il fait très chaud, il peut y avoir quand même des éclosions? Parce qu'on parle de la France, c'est grand la France, hein. Moi je préfère, effectivement, il faut relativiser tout ça. Je prends des grands cours d'eau comme le Tarn, la Dordogne. Il y a actuellement, au moment où je te parle, Numa, des éclosions, notamment de marge brune, donc et ça fait bouger des gros poissons en surface et c'est assez étonnant d'ailleurs à cette époque-là, mais tu prends la Dordogne vers Souillac, vers le bas, effectivement, limite de deuxième catégorie, il y a des poissons qui gobent. D'accord. Ça va peut-être pas tenir pendant encore 3 semaines, mais bon. Bill, d'ailleurs Bill, 2 thèmes alors, est-ce que tu es d'accord sur le fait que l'ouverture en sèche, compliqué? Et puis, c'est d'où vient la réduction d'ailleurs des éclosions en France? On pense à la pollution, mais plus précisément, qu'est-ce qui se passe? Oui, alors très bonne question, mais déjà je vais dire un truc, moi je vais faire l'ouverture ni en sèche ni à la nymphe.
Ça avait pas été, précisé dans le C'est sondage, c'est les mais 2 sondages d'après, t'inquiète. ouais, voilà, hein, parce que, clairement, la truite, ce qui est génial, c'est qu'on peut la pêcher avec plein de techniques Ouais, et l'ouverture, la plupart des gens vont la faire au toc ou éventuellement au leurre, et c'est ce qu'on développe beaucoup dans le magazine. Donc là, on va parler beaucoup de mouches parce qu'on est, passionnés par ça, mais je vais aussi vous parler des autres techniques et évidemment les éclosions, par exemple, hein, c'est super pratique aussi pour le pêcheur au leurre. Déjà parce qu'on peut, C'est clair. voir que le poisson s'alimente en surface et utiliser, même à l'ouverture, parce qu'il peut y avoir des gobages et des poissons C'est qui sûr. mangent en surface même à l'ouverture. On peut utiliser des leurres insectes, des leurres flottants qui permettent d'aller les chercher, voire même, des bulles d'eau et des mouches, hein. C'est quelque chose qui se faisait mmh, beaucoup dans le temps, qu'on fait presque plus aujourd'hui, mais qui est les sauterelles. redoutable, Moi, j'ai fait beaucoup d'eau redoutable. sauterelle quand j'étais petit. Ou aux sauterelles, exactement. Mais, aussi, la nymphe, hein, on peut pêcher en nymphe, au toc. Enfin voilà, c'est une façon d'observer le poisson avant tout, d'observer les insectes, mais, la truite mange pas que des insectes et c'est clair qu'avec des leurres, ça peut être très, très efficace, avec des appâts aussi. Ensuite les éclosions, ouais, on peut en avoir toute l'année et c'est ça qui est génial. Moi, j'ai vu des truites gober, le jour de Noël, en moyenne montagne. Donc, il y a pas vraiment de règle, c'est sûr que, c'est pas pareil qu'un soir au mois de juin, mais on va quand même en voir. Mais globalement, c'est sûr que des éclosions, on en a de moins en moins en toute saison et ça, il y a qu'une cause, c'est les pesticides, C'est ça. à cause de l'agriculture intensive. C'est ça. Ce n'est que Ouais, ça. Mmh. malheureusement. D'ailleurs même, je parlais de moi quand j'étais gamin, c'est les chevenets à la sauterelle parce que voilà mais aujourd'hui je mets, défi quiconque de poser une peau de mouton sur l'herbe, marcher autour et faire une grosse récolte de sauterelles. C'est très compliqué même d'en trouver, maintenant, hein, même ça, Tu hein. les récoltais avec une peau de mouton? Ouais, parce que les pattes restent coincées dedans. Ah ouais, je raconte ma Waouh! life et après on trouait des boîtes de sardines et on mettait les sauterelles dedans pour qu'elles survivent et après on passait ça sous la carapace, on pêchait les chevenets à ce qu'on appelait à la volante, ou à la surprise, hein. J'adore. Ça marche toujours Ouais. super bien Il faut et trouver on la sauterelle, hein et la dernière fois j'ai tapé ce délire, c'était pas simple, hein, ah franchement, bah, Mouton, sardine, sauterelle pour trouver un chevenne, quoi. C'est ah beh oui, bah, c'est ça, c'est toute une chaîne non, mais c'est alimentaire qui magnifique. mobilise. Alors non, mais il y a une astuce, hein, il y a une astuce, les passionnés de reptiles, il y a des animaleries pour les reptiles, là. Maintenant, on en trouve même dans les Jardiland, on peut acheter des grillons et des sauterelles pour nourrir les reptiles. ah ouais. Donc ça, c'est bien pratique. Dans tous les magasins d'animaux de compagnie, c'est un truc qu'on trouve, facilement Pour un si live vous avez pas dernièrement, de j'ai mouton mangé sous des la main. sauterelles, grillées, c'est dégueulasse. Je dis franchement, autant le grillon ça passe, autant la sauterelle c'est trop gros, ça Où m'a tu as pas du tout mangé plu. ça? Bon, je faisais un live qui avait une Dans un ambiance live? survivalisme. Ouais et je pensais piéger l'intervieweur et en fait, c'est moi qui ai pas réussi à bouffer, ça c'est Faut assez enlever les hameçons, hein. et les ailes, hein, parce que Et les franchement pattes les ailes quand ça et les passe, pattes et les pattes parce qu'en Afrique, moi j'ai vécu 19 ans en Afrique, on mangeait des criquets, tu vois les criquets? Et ah oui les c'était un Africains criquet pardon, excuse-moi. et ben, Oui. ils ont des espèces de bâtés pour les ramasser pendant qu'ils volent, tu vois? Ils les tapent comme un hélicoptère quoi, tu vois? Et après ils les ramassent, ils les font frire et si tu m'enlèves pas les pattes, ouais, ça c'est comme une arête, hein, ça peut te faire mal, hein. Avec les Hakuna tu vois? Ouais, ouais, Matata. ah bah, c'est les ailes là qui m'ont un peu dégoûté, puis la tête, tout ça, c'était trop gros quoi. Donc on apprend aussi que 59 des gens vont pêcher au leurre contre 40 aux appâts naturels. Moi, j'y vois une évolution des plutôt des Mmh. voilà, des pratiques en général, de pêche. Mais ce qui est vrai, c'est que je sais aussi en tant que pêcheur au leurre qu'à l'ouverture, on se fait souvent démolir par les mecs aux appâts naturels quand même. Julien? A alors, moi je vais simplement faire un constat, c'est que j'ai parlé de température tout à l'heure, de température d'eau et pour rappel, en fait, la truite, elle est ultra dépendante du coup du milieu dans lequel elle vit et son activité et voilà et en fait, si tu veux, sur des eaux très froides, on va avoir des poissons qui sont apathiques, qui vont avoir du mal à se déplacer, du mal à se saisir de ces leurres finalement qui passent assez vite, hein, à l'échelle d'un poisson. Ouais. Elles doivent traverser des couches d'eau avec des courants et cetera et il est vrai que, leur porter l'appât, directement dans la gueule, ralentir les dérives, bah, forcément on augmente, nos chances de capture. Par Je pense qu'on contre en parlera, mais pêcher au leurre soupe, par exemple, c'est une bonne alternative, hein. voilà, alors, le leurre souple, ensemble en off, on a évoqué, des adaptations en fait, de la pêche au leurre, plus à gratter Mmh. et effectivement l'idée dans ces conditions, je
préfère pas, en fait, opposer le leurre au TOC, c'est simplement la manière dont on la pratique. Si tu pêches au TOC et que tu mets une plombée qui est pas assez lourde et qui passe trop vite, soit dans les couches superficielles, et ben, tu prendras rien et pas plus qu'un mec qui pêche à la cuillère trop vite ou au leurre trop vite. Par contre Ouais, je pense que tu as raison, c'est qu'aussi pendant très longtemps, ce qu'on appelait pêcher au leurre, c'était pêcher au PN, hein, les truites et c'est vrai ouais, que tu voilà. Après la question c'est est-ce que le PN s'est adapté à cette époque-là? Et ouais, après ce que par contre, je vais rebondir sur autre chose, c'est que bizarrement, heu, comme tu disais, les pêcheurs au TOC, ils vont mettre des roustes à ceux au leurre, mais bizarrement dans l'eau des pêcheurs au leurre, tu as toujours un mec qui va se pointer et qui va te sortir le mastar. ouais. La truite, quoi, la grosse du coin, qui a le métabolisme nécessaire pour faire une course de 5 à 10 mètres pour chercher le PN et qui va venir, parce que l'apport nutritionnel est important et qu'elle va s'en saisir. Et lui, il va te faire la truite de 50, de 60, quand toi, tu auras peut-être empilé, plusieurs poissons. Donc faire une opposition, je suis pas sûr que ce soit judicieux, c'est juste, est-ce que c'est adapté à telle rivière, à telle situation? Ça, c'est bien. Bill, tu veux rajouter quelque chose ou on avance? Ben, la truite, souvent, on fait les plus gros soleurs aussi parce que c'est des poissons qui sont sur de l'agressivité. Et ça, faut pas le négliger. Là, il y a la truite qui mord pour se nourrir, mais il y a aussi la truite qui mord Mmh. pour chasser un intrus de son territoire. Donc ça, c'est une pêche. On le développera dans le magazine suivant, dans le numéro suivant du magazine, mais c'est très important et ça permet de cibler les grosses et c'est pour ça que souvent les gros poissons, tombent plutôt sur des poissons nageurs que sur des vers de terre, quoi. D'ailleurs, je file Après l'info, je crois que c'est sur la rivière d'Ain, il y a des mecs qui sont spécialisés dans les très grosses truites avec des petits swimbaits de des 20 swimbaits, mais même pas si petits que ça et enfin, ça quand je tient dis 20 centimètres, hein, moi j'appelle ça petit swingbait parce que je suis un pour le pêcheur de brochette. brochet, voilà. Mais Alors mais Voilà, mais 20 centimètres. alors je vais aussi rebondir là-dessus. Moi, j'ai vécu à Lyon pendant plus de 8 ans et je pêchais la basse rivière d'Ain et moi, en bon auvergnat, j'arrivais avec mes petits PN comme ça et la premier jour où je suis arrivé au magasin de pêche, le mec, il m'a ri au nez, il m'a dit: «Non mais» Ouais, et il c'est m'a vrai. sorti, un Rapala Magnum, dédié à la pêche en mer avec la bavette en Avec métal les et il paillettes y a tout métal le là, monde qui ouais. pêche avec ça. Je l'ai regardé avec des yeux comme ça, j'ai fait: «Ah ouais, bon, bah, d'accord». Non, mais je crois qu'en fait, le message qu'il faut dire aux gens, c'est où vous habitiez, tentez peut-être 2-3 fois dans l'année de vous faire une session big bet, il y a peut-être une surprise. Cette fameuse C'est grosse ça. truite que vous sortez jamais, il y a peut-être, moyen. Parce que j'en entends beaucoup parler, de ça, hein, quand même. Puis vous savez, il y avait un autre truc, alors là, je parle de pêcheurs en général, c'est que les poissons mordent bien, surtout aux trucs qu'ils ont jamais vus. Et au-delà du tropisme biologique et tout ça, elle a encore jamais été prise sur une truitelle de 20 centimètres. Donc je veux dire, allez-y, ça vaut le coup, hein. Ça peut provoquer de belles surprises ou un capot mémorable, mais au moins vous aurez essayé un truc, quoi. Et Julien, je voudrais juste quand même qu'on fasse quand même une assise pour dire alors d'où tu viens, c'est quoi ta formation, ton background, d'où tu sors en fait, mec? OK. Alors, rapidement, des études dans le vin qui m'ont mené dans la grande distribution, que j'ai quitté, parce que c'était vraiment pas fait pour moi. Mmh. Et puis en 2011, j'obtiens mon BPGEPS pour devenir guide Tu de en pêche passé où? à Morvejols, en Lozère. Voilà, Ah ouais, super, cool. super département pour ça, voilà, aux côtés de Stéphane Faudon, qui était un guide de pêche émérite et reconnu dans la pêche, à la mouche Tout à fait. Ouais. et d'autres, bien sûr. Et écoute, je m'installe sur, le massif du Sancy, qui est le point culminant du Massif central, avec beaucoup de sources, beaucoup de rivières de première catégorie, quelques lacs, quelques barrages aussi. Et donc voilà, donc je suis installé depuis 2012 en tant que guide de pêche et depuis, maintenant 7-8, ouais, 8 ans, je vis dans le Cantal et je fais un peu aussi d'étranger, OK. notamment dans les salmons, voilà. Mais je suis très axé salmon. On va dire que ça concerne 70 de mon activité, mouche et toc nymphe. J'interviens notamment pour la formation des guides de pêche de Brioude, dans ce domaine-là et voilà et bon, la pêche me passionne forcément et la truite notamment. Donc ça fait combien de temps que tu exerces comme guide de pêche là? Et ben, j'attaque ma je vais finir ma 14e année. 14e année. Et puis tu fais des séjours pour les enfants, je crois? Alors, je m'occupe aussi donc je suis, comment dire? Je bosse avec les fédés, Ouais. effectivement, fédés du Puy-de-Dôme et fédés du Cantal que je remercie. Parce que c'est un fabuleux, tremplin pour commencer une activité de guide de pêche. Je le dis aux nouveaux guides de pêche, Ouais. je veux dire.
mais je continue toujours parce que, ben, bosser avec les gamins, ça m'intéresse vraiment. Je gère, enfin, je m'occupe de 2 écoles de pêche, une dans mon village, à Champs-sur-Tarentaine, voilà, et une à Mauriac, que je salue, chaleureusement la PPMA, ils sont super, sympas et super actifs Super. et voilà, et donc c'est top. Voilà, c'est top, et En donc sachant, 2 choses, bon, bah, toujours pareil, hein, si on veut que la pêche vive, il faut qu'on mette des enfants à la pêche ouais, et alors quand même, moi je m'en souviens quand même, c'est que le métier de guide de pêche a commencé à prendre un véritable élan quand ouais, les fédérations ont cessé de leur tourner le dos et même ont commencé à embaucher et organiser des trucs à carrément, mais c'est là où ça a pris carrément, vraiment son essor. carrément. Carrément, et puis je sais pas si vous regardez, alors j'ai vu que vous aviez une rubrique, les belles prises, pour les ados, et je trouve ça Mmh. génial, et puis c'est bien parce que vraiment il y en a plein, ça les motive, ça Ouais, j'avais sensibilise. essayé de la tuer cette rubrique, j'ai eu tort. Ah non, 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 il faut vraiment continuer parce que, Ah ouais, je sais, bah, j'ai en eu fait, tort. vous avez le résultat, en fait, de l'apport des guides, dans l'éducation, populaire, liée à la pêche. C'est que les gamins, ils sont à fond, ils sont à fond. Alors bien sûr, les marques, les leurres, tout ça, c'est très joli, c'est très visuel, donc les gamins, ils adhèrent. Mais dites-vous que voilà, les guides, contribuent énormément au renouvellement des pêcheurs. Tu viens d'ailleurs de dire un truc, moi je pense que ça me fait vraiment, pour le coup ça me fait vraiment, enfin là ça fait tilt. Tu viens de parler d'éducation populaire. L'éducation populaire c'est pas un syntagme qui vient de nulle part et je pense que c'est très important. Je voudrais rappeler aux gens par exemple que ce qui a tué le parti communiste français, c'est quand Robert Rue a mis fin à tous ces petits pôles d'éducation populaire qu'il y avait un peu C'est ça. partout en France où les gens, ils aidaient à écrire des courriers, où ils aidaient à c'est ce qui a tué le parti communiste français et si on veut tuer la pêche, le meilleur moyen, c'est de tuer les écoles de pêche, d'arrêter les C'est ça. APN et d'arrêter d'investir dans parce qu'en fait les enfants bon et quand je dis ça, en fait, je vais assez loin dans la réflexion, mais je pense à voix haute parce que je pense que ça me servira pour plus tard. Ces mômes à qui on apprend à pêcher, on leur apprend pas simplement à pêcher, on leur apprend à respecter le milieu, on leur apprend à ne pas avoir peur, des animaux. Parce que contrairement à ce qu'on croit, spontanément, les enfants n'aiment pas la nature. Mon ami sociologue me le rappelait, il y a pas longtemps. Donc, ça, c'est tout un travail énorme de citoyens, en fait. On forme des citoyens en formant des pêcheurs. Qu'en tout cas, c'est bien fait et je pense qu'effectivement, les guides de pêche sont très bien placés pour ça. Voilà, c'est mon petit message là, j'y pense maintenant parce que quand tu as dit éducation populaire, ça a fait tilt chez moi. Ouais, bah, c'est parce que c'est comme ça, hein, le BPJEPS, c'est ça, c'est populaire, hein, le terme populaire, il est important parce que, mais d'ailleurs, on le retrouve dans plein d'autres sports, tu vois? C'est pas juste pour la pêche, hein, C'est oui, ça. effectivement, et ça contribue, en fait, surtout au maintien de la société, j'ai envie de te dire, parce que derrière, on apprend à vivre ensemble, on apprend à pêcher ensemble, mais on apprend à vivre ensemble. Quand tu gères une école de pêche, et ben, vivre ensemble, c'est pas toujours facile. Aujourd'hui, on est quand même derrière des écrans, dans une société un peu C'est ça. individualiste, et ça, c'est bien. Voilà. Nous, les parents, ils nous plébiscitent, ils nous disent: «On est content qu'ils viennent à la pêche parce qu'ils sortent de leurs écrans, et quand ils reviennent, on peut parler d'autre chose que de voilà, des réseaux, des machins et tout, et c'est bien». C'est-à-dire quand les antispécistes nous disent que c'est un scandale, d'apprendre aux enfants à pêcher, je Non, pense que ça fait longtemps qu'ils sont pas allés à la campagne et c'est ça, voir quelle est exactement l'activité parascolaire qui reste, à la campagne. Il n'y a plus ouais, rien c'est et ça. si tu enlèves l'école de pêche, voilà tout est foutu, quoi. Dans pas mal de communes, à mon avis, l'école de pêche, ça reste, un truc aussi important que le je sais pas moi, Mais le bar pas pour qu'à la les parents, campagne, quoi. hein, c'est encore plus ou tout aussi important dans les banlieues, dans les villes, où en Enfin, en fait, ville, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Il y a beaucoup d'activités il y a culturelles. beaucoup d'activités. Déjà, il y a beaucoup d'activités peu recommandables aussi, et Oui. puis il y a, un manque d'activités en lien avec la nature, Mmh, et certes, il y a c'est beaucoup ça. d'activités, mais ça va être des activités artificialisées. Donc pour maintenir un lien avec la nature pour les jeunes, les écoles de pêche, Mmh. dans les villes, dans les banlieues, elles sont très importantes aussi, et on le voit à Paris, hem, il y a des gamins que ça a sauvés. Ah, c'est Ouais. évident. Ah C'est complètement, c'est complètement. évident. Moi, et même, d'un point de vue, personnel par rapport aux gamins, des gamins qui étaient un peu fermés, un peu introvertis, renfermés sur eux-mêmes. Mmh. Les parents les ont inscrits parce qu'ils voulaient qu'ils fassent une activité. On les a eus. Bon, voilà, on n'est pas des psychologues, on n'est pas des psychiatres, mais tu t'aperçois tout de suite que le gamin, il y a un truc qui va pas, et puis le fait de mettre le pied dans l'eau, d'avoir une canne, de toucher un poisson, bam, le gamin, et les parents me disent: «Non mais
Il y a qu'avec vous qu'il est comme ça, c'est top, il s'est ouvert, il nous demande de revenir à la pêche, il nous saoule pour qu'on l'amène à la pêche, qu'il vente, qu'il pleuve, et du coup, voilà et le gamin se Et on force le à redira jamais assez, on leur apprend pas à torturer des poissons. On leur ah apprend non! au contraire Ah à bien au interagir avec contraire! des animaux d'une manière qui fait que l'animal va repartir dans de bonnes conditions, qu'on lui Et mette pas le pied sur la tête parce que ça gigote, parce qu'on se mouille les non! mains, parce que voilà, au contraire, je veux dire, il y a une complètement une caricature qui est faite du pêcheur. Bon, on l'a vu avec France Inter récemment là, bon, j'ai Ouais, fini j'ai vu, dessus ouais. Mmh. et qui est vraiment désastreuse et ça Mais nous justement, c'est des gens qui tiennent loin et des classes populaires et des de la campagne en réalité, on qui ne on connaissent on de la arrive campagne que la promenade une fois par an. on arrive sur site, je leur dis: «On arrive dans un milieu, il est sale, on repart, il est propre. On arrive, il est propre, on repart, il reste propre». Tu Mmh. vois? C'est et vous, ça vous paraît peut-être normal, peut-être que pour le commun des gens en France, ça paraît normal. Mais il y a une frange de population pour qui, Mmh. en fait, laisser des détritus dans une rivière ou au bord d'une rivière, Ouais. ben, en fait, ils s'en foutent, quoi, tu vois? Et les gamins, nous, quand on les a et ben, quand on trouve une bobine de fil, tu vois, dans un arbre ou alors au bord et ben, tu vois, c'est les premiers à la ramasser, à le ranger. Moi, j'aurais appris la technique du bout de bois. Ouais. Tu prends ton fil, tu vois, tu l'enroules autour du bout de bois et tu mets le bout de bois dans la poche pour éviter qu'il finisse dans l'eau, tu vois? Et ben, voilà, on est content quand ça se passe comme ça, quoi, tu vois? Éducation populaire, tu as vraiment lâché le mot et tu pour le coup, ça va même devenir un axe de travail pour moi. On revient à la pêche, qu'on avait promis qu'on Allez, parlait pas trop politique, c'est plus allez fort que nous. et allez, allez, allez. Heu, donc admettons, Julien, Bill, donc 3 cas de figure. L'eau, elle est glaciale. Alors après, vous faites rentrer les données que vous voulez parce que là, on va certainement se taper de la fonte de neige aussi, certainement, ça risque d'arriver Ouais. là. Donc, elle est alors après vous faites ce que vous voulez, elle est turbide, elle est mâchée, elle est piquée, elle est ce que vous voulez, mais en tout cas, 3 cas de figure, elle est glaciale, elle est comme on l'attend et elle est un peu trop chaude pour la saison. Alors, quelles seraient les 3 approches typiques, dans ces cas-là? Parce que le pire à la pêche, c'est d'arriver souvent avec une idée préconçue de ce qu'on va faire et de pas arriver à s'adapter assez vite. Alors elle est turbide, il faut voir le degré de turbidité. Moi je suis un Commençons par les histoires de température, elle est ah très oui, froide. alors, température, bah, c'est simple, hein. Pour moi, le truc, c'est que plus l'eau est froide, plus je vais ralentir mes dérives. Alors moi, je suis pêcheur au TOC. Je suis pêcheur au TOC ou pêcheur en nymphe, donc je vais, pour ralentir mes dérives, il y a 2 choses. Je vais essayer de pêcher au maximum sous le sion de la canne, voilà. Simplement parce que plus la ligne est à l'aplomb du sion et plus je peux la réduire, plus je peux augmenter le poids, Mmh. voilà et plus je peux la maintenir au fond. Tu sais, il y a un système de dynamique d'eau, en fait, dans les rivières et je vous invite un jour, les internautes à se mettre au-dessus d'un pont et à regarder une truite au-dessus d'un pont. C'est un truc que je fais souvent avec mes stagiaires et même dans des veines ultra fortes, si vous regardez une truite, en fait, si bon, du coup, si vous la regardez comme ça, malgré le courant qui passe excessivement vite, au fond, on a l'impression qu'elle bouge quasiment pas. Elle fait des petits latéraux comme ça, mais elle bouge pas. Pourquoi? Parce qu'elle utilise des flux et des contre-flux qui s'annulent et en fait, elle va pas bouger, et puis du coup, elle va faire des mouvements pour aller chercher ses proies et revenir toujours au même endroit. Et ben, en hiver, ce phénomène-là, il est exacerbé, notamment si l'eau est très froide et encore une fois, le but, c'est de faciliter, c'est le Uber de la truite, le Uber Food de la truite, quoi. On lui apporte la bouffe, on lui évite le maximum d'efforts et dans ce cas-là, on a des résultats. Si on l'oblige à faire, trop d'efforts et ben, on s'expose en fait à des refus tout simplement, hein. Et donc là, pour le coup, si l'eau, elle est un peu turbide et qu'on n'arrive pas à les voir, alors? Alors, bah, moi j'ai tendance à, alors si l'eau est vraiment, vraiment, vraiment trop turbide, je t'avoue que je change de spot et j'essaie d'en trouver un moins Ah, turbide. non, mais ça, Si c'est une par vraie bonne réponse, plutôt que d'essayer de Ouais. noyer le poisson, qu'elle Ouais, le dire. ouais, ouais, mais par contre, si l'eau elle est un peu turbide, c'est peut-être à notre avantage, ça. Ouais, Parce OK. que parce qu'elles vont peut-être occuper des postes qui finalement elles n'occuperaient pas si l'eau était claire et elles vont en plus en profiter pour se mettre à l'abri du courant. Donc D'accord. attention, pêchez bien, quand c'est le cas, pêchez bien les bords vraiment de spots. N'arrivez pas OK. trop vite sur les spots, voilà. Mmh. Gardez, vous en retrait. La taille des appâts.
Bah, moi, je suis un pro ver de berge, c'est-à-dire qu'à l'ouverture, si les eaux sont fortes et un peu turbides, je vais prendre ma bêche et puis je vais faire des vibrations pour faire sortir Les petits donc les terreaux là, petits, ouais, c'est des petits, on sait qu'on lombrics. connaît tous quoi, l'image qu'on a du vertère quoi, ouais. Ouais, 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 c'est le Lumbricus terren enfin, c'est un lombric, quoi, voilà, Ça. OK et je prends ceux qui font entre 7 et 10 centimètres là, avec un hameçon numéro 6 ou 8 et bah, ça fait une sacrée bouchée, Mmh. et les truites, en fait, et Ah oui, ben moi je pensais plus au terreau qu'on a non, alors c'est pas le terreau, là c'est le lombric, c'est celui qui est assez ouais, balèze. ouais, Heu, ouais, ouais, bon, c'est le vrai lombric, quoi, celui qui peut mesurer jusqu'à 20 centimètres là de long, mais tu récoltes les tu vois, les juvéniles, les machins entre ouais, 7 ouais. et 10 là, ça c'est bien. Sinon Alors les en basses France, on peut faire cette taille. Pour l'anecdote, avec Alban Chouanier en Guyane, on a trouvé un de 2 mètres de long. ah non, mais ça m'étonne pas. Ça doit pas être la même espèce, mais ça y ressemble beaucoup. Mais je Et suis sûr que horrible. Bill a une anecdote par rapport à la biomasse, des lombrics, je crois que c'est monstrueux, je crois. Ah, il y a un chiffre, oui, c'est énorme. Je sais plus, mais c'est c'est Ah, c'est terrible, c'est j'aime hallucinant. bien ce genre de truc, c'est dommage. J'aime bien comme Billy lance des trucs comme ça. Mmh. Et donc OK, bah, j'ai pigé. Bill, tu interviens quand tu veux en fait, là, j'interroge Oui, là. bah, là, on parle beaucoup, grandes rivières. Il y a aussi les plus petits milieux, hein. Mmh. C'est ça qui est intéressant avec la truite, c'est que c'est super varié et c'est de l'intérêt, enfin le u une bonne astuce pour les pêches d'ouverture, c'est souvent aussi d'aller chercher les truites vraiment dans leur cache. Ouais. Faut pas oublier que la truite fario, alors l'arc-en-ciel un peu moins, mais la truite fario, elle a une cache, elle a un trou dans lequel elle se cache en général, et c'est surtout valable dans les petits milieux où ces caches, elles sont faciles à atteindre. En grande rivière, ça peut être sous une Tout à pierre fait. qui est hyper loin et qu'on trouvera pas, mais Ouais. en général, elle est souvent là-dedans, surtout l'ouverture où beaucoup de gens passent au bord de l'eau. Le facteur humain est important aussi, On va en parler. le jour de l'ouverture, hein, et du coup, comme elle va être dérangée, elle va se planquer là-dedans, mais il y a moyen d'aller la chercher, d'aller lui mettre un ver de terre, voire même un leurre, certains leurres souples, par exemple, des créatures, des choses comme ça, à l'intérieur même de la cache. Ouais. Hem, Alors c'est attention, on en perd des leurres comme ça, faut se méfier, hein. alors non, mais il faut pêcher qu'en texan ou avec des anti-herbes, hein. Mmh. Ça, c'est sûr, Et parce puis qu'on je veut l'ai appris à surtout élever pas des mettre pommes, mais des faut pêcher en descendant, faut pas pêcher en montant. et Sinon là, tu perds trop je de vais leurres. plaider, je vais plaider aussi, ma cause habituelle, hein. Si on pêche aux appâts, écraser les ardillons. Encore Mmh. plus quand on pêche dans des caches où on va peut-être laisser l'hameçon ensuite, dans la cache, ou alors mieux encore que ça, utiliser des hameçons sans ardillons, ce qui est beaucoup plus efficace. Ouais. Beaucoup de gens disent: «Je perds des poissons quand j'écrase les ardillons». Bah, utilisez des hameçons sans ardillons et vous perdrez beaucoup moins de poissons parce que c'est des hameçons qui sont faits pour, qui sont aiguisés beaucoup mieux et certes, ça décroche un peu plus, mais ça pique plus de poissons aussi. Donc l'hameçon sans ardillon, c'est vraiment, recommandé, en particulier pour la pêche aux appâts, si vous voulez relâcher vos prises. Hem Mais ouais, ne pas hésiter à aller chercher les poissons dans les caches et se rappeler que l'ouverture, c'est le pire moment. C'est le moment où tout le monde pêche la truite, parce que tout le monde en parle, donc il y a une sorte de dynamique de groupe. On veut tous sa photo de l'ouverture, etc. C'est un peu une fête commerciale comme la Saint-Valentin, mais c'est le pire moment de l'année pour pêcher la truite. C'est le moment où il y a tout le monde au bord de l'eau, où l'eau C'est elle est ça. froide, souvent elle est haute. Si elle est comme elle est actuellement, on va devoir pêcher les truites dans les arbres, avec les crues qu'on a dans presque toute la France. Donc, faut c'est marrant d'essayer de faire l'ouverture, mais faut pas oublier que c'est pas le meilleur D'ailleurs, moment. le sondage qu'on a balancé dit qu'à 50-50, hein, il y a ceux qui font le jour même et ceux qui attendent un peu. Mmh. Alors je pense aussi une question de philosophie. Moi, c'est un peu comme l'ouverture du carnassier. J'ai toujours l'ouverture du carnassier, c'est pas fait pour faire du poisson, c'est fait pour voir les Mmh. copains. Voilà, je Ouais. pense que c'est un peu Et pareil, hein, il y a un côté il très y a pas social. ceux qui y vont avant? Parce que On a ceux-là, dit ils qu'on ont va pas arrêter de se répondu, hein. faire des ennemis. Alors c'est bien, ça fait des commentaires sous la vidéo, Moi, mais j'avouerai que dans certaines rivières, je fais une campagne de vaccination préventive, qui consiste à relâcher des truites au maximum, la veille et à mettre des bâtons dans les caches, hein. on Parce avait que dit qu'on arrêtait sinon de faire non, ça. mais Ah là là. il y a des petits milieux que je suis, les poissons, tu i je à part les truitelles de l'année, il y a pas un poisson que je prends que j'ai pas déjà pris. Ce qui veut dire que, hem si je les avais gardés, moi-même, Bien sûr, médiocre pêcheur, il y en bien sûr. aurait déjà plus. Donc c'est les autres qui les gardent, il suffirait à vider la rivière. Donc heureusement Là, qu'on fait ce genre de choses. c'est rigolo parce que c'est en face de chez moi, j'ai un canal, tu vois? Un canal de déviation qui alimente une microcentrale. Vous allez nous sortir tous vos gangsta fishing les gars là? Non On va mais se faire avoir. Je note. tu sais qu'à l'ouverture, j'ai mon gosse de 7 ans, tu sais, je lui chuchote dans l'oreille, je lui dis: «Jette des cailloux, jette des Bien sûr. cailloux!»
Et Ah mais ça, si, je vous conseille, si vous du avez une coup rivière que vous voulez protéger, vous pêchez le spot, après vous jetez des cailloux, vous troublez l'eau. c'est Alors, ça et si j'en étais même à l'idée de mettre, tu vois, des fils barbelés ou du grillage au fond du canal mais oui, mais pour que faites-le! les pour que les Mais mecs s'accrochent, tu vois? Parce que ça me saoulait de les voir sortir la même truc que je vois l'été nympher, qui Bah, fait foutu 30, pour tu foutu, vois? n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, mais Mais sûr, partagez je si l'ai vraiment vous avez alors, été scandalisé. la bonne nouvelle Numa, c'est que je ne l'ai pas fait, figure-toi. Ah, beh, évidemment, bien sûr. et Qu'est-ce tu que je peux vais tenter? troubler l'eau C'est en amont aussi. Ça, c'est une technique qui peut marcher, de mettre un peu de sable ou de sédiments en amont pour dégueulasser l'eau en aval si mais bon, ouais, il en tout cas, toutes les techniques sont bonnes. C'est un massacre l'ouverture. Notre billet d'humeur du prochain numéro, en parle. Il y a un problème aussi avec cette fête de l'ouverture ouais, qui est c'est que ça. dans certains coins où ils lâchent des truites, Mmh, il y a toute la misère du mmh, monde qui se retrouve au bord de l'eau c'est à ça, essayer de gratter les truites arc-en-ciel et le je suis d'accord. problème, c'est qu'ils sont tellement nombreux que les quelques farios natives Ah là, oui. je peux parler de la gestion désastreuse, d'une rivière qui s'appelle la Juine à Étampes, hem qui pourrait être la plus belle rivière à truites d'Île-de-France et parce qu'on la gère en mode ouverture et truite de bassine et Mmh, ben, la moindre petite fario, elle se fait niquer le jour de l'ouverture mmh. et par des gens qui pêchent hardillon, qui laissent avaler et qui voient souvent même pas la différence. D'ailleurs Je leur jette pas la pierre, tout le monde n'est pas éduqué à la pêche, tout le monde lit pas les magazines et cetera. Mais je veux dire, il ferait mieux de bassiner ces truites arc-en-ciel dans des 2e catégories ou dans des parcours restreints plutôt que de les mettre dans la magnifique rivière qui passe en centre-ville d'Étampes et qui du coup est morte à cause de ça. mmh. C'est donc oui, tous les moyens sont bons pour effrayer les truites sauvages et essayer de les sauver le jour de l'ouverture, surtout qu'il y a qu'une journée par an où ça arrive. Le lendemain, la plupart des gens n'y vont même plus. Je suis d'accord. C'est Je un suis peu un convaincu. problème de toute façon qu'on a en France un peu partout, c'est cette tension permanente entre le fait que le système pêche entretient quand même le système aquatique, hein, parce qu'on Mmh. cherche à Ah faire oui. d'argent et le fait que ça dérive parfois en clientélisme, hein, enfin c'est voilà, c'est Et un peu puis ça le problème, hein. et puis c'est du clientélisme, qui, enfin les APPMA ont le sentiment des fois de devoir le faire pour pouvoir conserver Mmh. leur carte et c'est Ouais, un je faux crois quand problème. même que c'est ouais. Pardon? Je crois quand même que c'est une réalité pour pas mal d'APPMA qui perdraient beaucoup, beaucoup de cartes s'il y avait pas le truc méchant Ouais, de oui, 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 l'organisation. oui, 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 bien sûr, mais c'est pas c'est un effet qui est négatif quand même. Mmh. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr. C'est un effet très positif à court terme et très néfaste à long terme, ça on est d'accord. Mais bon là, on va pas aujourd'hui repartir sur les trucs de gestion, enfin voilà. On en parle un Mmh. petit peu derrière à la fin. Donc ça, c'était l'hypothèse, eau très froide et admettons, d'un coup de chaud, terrible, incroyable, les eaux sont incroyablement chaudes pour la saison. D'ailleurs, ça serait quoi des eaux très chaudes pour mi-mars? Alors, on va peut-être, laisser, la parole à Bill qui est sans Ça doute, dépend plus où. aguerri que moi, mais C'est je ça qui est terrible, c'est que c'est hyper variable Ouais, c'est ça. et c'est ça aussi qui fait bon, à la fois que c'est intéressant, mais que c'est aussi, compliqué de dire des règles générales pour l'ouverture. C'est que selon que tu es dans le sud de la France, dans le nord de mmh, la France, tu as des températures très différentes selon que tu es mmh, en montagne, en altitude, en plaine et des conditions qui peuvent être différentes et ça joue aussi sur un point que je voulais aborder rapidement, qui est les alevins dans le gravier. mmh, Il y a des selon les régions de France, tu as des régions qui interdisent, de marcher marché. dans l'eau, parfois jusqu'au 1er mai, parfois même jusqu'à l'ouverture de l'ombre. Mmh, Ça, c'est souvent plus pour protéger les ombres, mais jusqu'au 1er mai pour protéger la truite et puis d'autres, c'est, 1er avril souvent qu'on a le droit de marcher dans l'eau. D'autres encore, on a le droit dès l'ouverture, mais c'est parce que c'est trop laxiste. En tout cas, dans tous les cas, il faut éviter au maximum de marcher dans l'eau le jour de l'ouverture à part dans certains milieux, bien particuliers, où on et dans les zones où on est sûr qu'il y a pas de frayère. Vous voyez, si mmh, c'est que de la vase au fond, vous pouvez marcher dans l'eau. Si c'est que des grands blocs de pierre aussi, mais si c'est du gravier, il faut surtout pas le faire parce que à l'ouverture, les alevins sont encore dans le gravier. Ensuite, est-ce qu'ils vont en sortir fin mars, fin avril, mi-mai? Ça Mmh. dépend des régions. c'est ça. C'est quelque chose de très important parce qu'on peut là, pour le coup, on se fatigue à écraser les ardillons, à relâcher les poissons sans les sortir de l'eau, mais on peut en tuer beaucoup plus en 2-3 pas dans les frayères. C'est ça. OK.
complètement. Et donc je passe sur cette histoire d'eau chaude. Par contre, j'aimerais bien que tu, parce qu'on je vais faire l'ouverture à côté de chez toi, Julien, donc on a échangé un peu et tu m'as dit un truc hyper intéressant, c'est que la gestion de du monde, en fait, qui va venir au bord de l'eau. Donc toi, tu as une approche sur les horaires que comme je suis pas pêcheur de truites, j'avais jamais pensé avant, mais ça m'a paru tellement évident quand tu me l'as dit, donc vas-y. Bah, simplement, comme dans l'inconscient collectif, si tu veux, la pêche, c'est un loisir qu'il faut attaquer tôt le matin. Voilà. Et donc, à l'ouverture, comme l'a dit Bill, il y a plein de gens qui sont pas éduqués, à la pêche et À qui cette période de l'année, très tôt le matin, je suis pas sûr que ça soit non, mais vraiment, je veux dire, tu vois, ils se lèvent, enfin, ils attaquent ouais, ah oui tôt, d'accord, c'est plus, un rituel en fait, il faut se lever très le tôt. rituel, donc du coup, ils attaquent tôt. Il fait froid, ils se découragent souvent assez vite, les touches n'arrivent pas et en fait, du coup, ça bouge et cetera et finalement, ils vont casser la croûte, tu vois, vers, 11 heures en dépit, puis ça se prolonge et puis après, ils rattaquent un petit peu, mais finalement, le cœur n'y est plus. Moi, ma philosophie, c'est plutôt d'attaquer, tard. Généralement, tu vois, nous, on se rejoint avec les copains vers 9 heures, pas avant 9 heures, 9h30. On boit un café, on Ah mange ça, une c'est bien ça. viennoiserie. Ouais. On choisit un spot, ça, c'est très important. On choisit le spot qui nous paraît le plus adapté, c'est-à-dire souvent, bien exposé au soleil. Aussi des fonds de plat courants, tu vois? Des zones où les poissons peuvent se tenir. Pas les têtes de poule, pas les choses comme ça, parce que c'est trop brutal. Les poissons en fait, il faut savoir que les poissons migrent énormément dans une rivière en fonction de la saisonnalité. Les postes d'hiver ne sont pas les postes d'été et que ça soit aussi bien sur un petit ruisseau. Alors ce petit ruisseau, elles ont pas trop le choix. Des fois, elles sont restreintes, tu vois, à rester dans un trou, mais sur les rivières moyennes à grandes, Pour que ça elles soit peuvent concret, pour le dire voilà, elles simplement, elles peuvent elles peuvent la bouger. mousse blanche là, par exemple, il y a peu de chances qu'elle soit dedans là. L'écume, Au ouais, remous, non, ou alors il faut vraiment qu'il y ait un poste à côté où l'eau soit la plus régulière possible pour leur faciliter encore une fois la captation de la bouffe, tu vois? ouais. Donc on va déjà choisir le lieu, OK, et même s'il y a un peu de monde, tu vois, on va essayer de tirer notre épingle du jeu là-dedans, mais on va choisir un lieu, ensoleillé et puis on va choisir le créneau, à savoir 11 heures, 15 heures, 16 heures max. Et voilà et après on rentrera parce qu'on sait très bien que comme l'a dit Bill, dans 2 jours, 3 jours, une semaine, ce monde-là, il aura quasiment enfin, il y a 80 de la population de pêcheurs aura déserté les lieux et comme tu l'as aussi dit, Numa, c'est que, c'est une fête, l'ouverture. Donc, que tu sois pêcheur de carnassier, pêcheur de truites, pêcheur de cou, tu viens, tu y vas, parce que ça marque, l'ouverture annuelle de la pêche. C'est ça. OK, même s'il y a d'autres pêches qui sont ouvertes, à ce moment-là, la pêche au coup, tu peux pêcher au coup toute l'année, tu vois? Mais ça marque le coup, Mmh. quoi et donc du coup, tout le monde y va. Sauf que comme il l'a dit, ben, une semaine après, il y a plus personne et tu es peinard. Voilà. Et une question de technique, pendant très longtemps, moi je me souviens, ce qui cartonnait à l'ouverture, surtout face aux pêcheurs au leurre comme moi, c'était le verron manié. Ça se pratique encore et qui fait ça? Bill, tu pêches à ça ou pas? Ça disparaît un peu comme technique Bah parce ouais. que, déjà le verron disparaît dans beaucoup de régions. Moi, je vois dans Ça c'est beaucoup de comme pour mes les rivières. sauterelles, faut les trouver quoi. Oui, mais c'est pareil, ça a pâti de toute Mmh. l'eutrophisation des cours d'eau et cetera. Mmh. Hem, on aura d'ailleurs un article sur le verron, pas dans le prochain numéro, D'accord. dans celui encore d'après, tout un dossier là-dessus. Hem il y a encore des gens qui le pratiquent, ça fonctionne très bien, c'est redoutable, d'autant plus redoutable que plus personne ne le fait. Enfin, plus personne, ça dépend évidemment des régions, mais je veux dire, c'est quand même de moins en moins pratiqué, mais c'est d'autant plus redoutable, un peu comme le mort manié au carnassier, hein. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le verron qui marche, c'est-à-dire que si on n'a C'est pas des clair. vairons authentiques, on peut très bien utiliser des goujons, des petites ablettes, des épinoches, toutes sortes de petits, poissons blancs en fait et ça fonctionne très, très bien. Moi je le fais pas, je l'ai jamais quasiment jamais fait, Est-ce que les mais les je sais que détaillants c'est vendent très ça? efficace. Les Mmh? détaillants en vendent en vif là, en Ouais. sachant que les Oui, antispécistes ont obtenu oui. la certification Non, non, alors, de la législation? déjà petite rectification, sur les antispécistes parce que le GIFAP m'a appelé, ils vont nous faire d'ailleurs un article pour rectifier, hein, mais ils sont, à fond là, sur ce problème et ils ont obtenu le jour même où il y avait une sorte d'arrêté, qui demande
Ah, c'est bien. des certificats, ils ont obtenu une sorte de dérogation qui va permettre aux détaillants de continuer à vendre des vifs, hein. Donc D'accord. ne Pour vous expliquer aux inquiétez gens, pas. en fait, il y a des certificats de Mmh. capacité, des autorisations diverses à obtenir pour vendre des animaux vivants, hein, comme on a en animalerie. Et ça, les animalistes, ils aiment bien attaquer là-dessus. Et il y avait toujours eu une tolérance vis-à-vis Voilà. des parce que nous, on vend pas des cobayes pour que les gens, ils mettent ça chez eux. On vend des vifs Mais pour que la ça. tolérance continue, mais sous une autre Voilà. forme, grâce au GIFAP qui va entrer en contact avec les détaillants. Les détaillants peuvent aussi entrer en contact avec eux pour leur fournir la marche à suivre. Très bien. Bah, bravo En JPAP. On dit toujours que ça bouge pas. Bah, voilà, là, ça bouge. Voilà. mmh, Très bien. OK. Ah, très bien. Et je t'ai interrompu sur autre chose. Tu voulais terminer une autre phrase ou pas? Tu avais terminé? je sais plus, on On parlait de était quoi? sur le Du verrou verrou? manier, c'est pour ça. Véromanie, ouais. Ouais. Ben non, sur le Tu veux verrou rajouter un truc, Julien? Non? Bah, le verrou-manier, en fait, si tu veux, c'est, moi, j'y ai pêché quand j'étais gamin. J'ai arpenté la rivière, la Sioule, et parce que c'était la technique qui permettait de faire les gros poissons de la Sioule. Tu vois? Quand, tu sortais un poisson de 50 sur la Sioule, tu avais fait ta journée, quoi. Moi, la première fois que j'ai vu un gars sortir un gros poisson, c'était au verrou-manier. Ça se pratique encore, en Auvergne, dans le Cantal notamment, et on a encore des alors je pense à mon pote et ami, ancien manager de l'équipe de France, Jérôme Gaillard, qui l'utilise beaucoup, Mmh. et qui nous tous les ans nous fait un gros poisson, et contrairement à l'idée reçue, c'est pas une technique qui tue plus de poissons, qui blesse plus de poissons. Souvent les poissons sont pris comme au leurre, bord de gueule, voilà. Après qu'est-ce qu'on fait du poisson? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le garde pas? Est-ce qu'on le gracie? Voilà. Mais ouais, ça marche bien, ça marche très, très bien. Ouais. Ouais, ouais, ça fait partie des techniques un peu oubliées, mais bon, ça moi, je m'en souviens quand j'étais jeune, il y avait plein d'articles sur le verrou manier et puis enfin, ouais. Et alors donc petit jeu concours, alors donc pour gagner, les casquettes, Mad Cat, Cordouan, pêche évasion dans cette version-là, casquette très haut de gamme, hein, il s'est déchiré mon pote là-dessus. Et justement, vous allez aller sur le site internet de Cordouan pêche évasion et en commentaire sous cette vidéo là sur YouTube, vous allez juste me dire, qui est le guide de pêche qui propose, ces séjours. Et vous allez chercher dans sa tarification si vous êtes c'est un guide de pêche en mer principalement et donc il fait des tarifs pour 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Donc la question, elle est simple: qui est ce guide de pêche qui est derrière cette organisation Cordouan Pêche Évasion? Et quel est le tarif pour 3 personnes? Le tarif par personne. C'est écrit noir sur blanc, j'ai même envie de dire jaune sur noir sur son site internet. Vous mettez ça en commentaire, vous participez automatiquement au jeu concours et je ferai un petit tirage au sort et je me charge de vous envoyer moi-même tout ça avec même la tresse FOWAP qui est une tresse, extrêmement, fine, super pour pêcher, bah, la truite par exemple ou, la verticale et tout ça. Ça permet de lancer très loin. Juste faites très attention à bien suivre les nœuds qui vous sont recommandés, sinon ça glisse et ça ne tient pas. D'ailleurs justement Julien, toi, c'est quoi tes tarots pour, être guidé, chez toi quand on est un adulte et qu'on veut aller pêcher la truite par exemple? Tiens, ça nous Alors, intéresse. comme mon confrère, en mer, en fait, ça va dépendre du nombre de personnes, qui viennent à ce moment-là. Moi, je me limite à 3 pêcheurs maximum en rivière, Tu parce m'étonnes. qu'on a des milieux qui sont pas très grands, et du coup, c'est compliqué pour moi de sauter d'un individu à l'autre. Sur des milieux plus grands, on peut se permettre de prendre plus. Bah, une journée basique, avec un pêcheur, ça vaut 240 €, tu vois? Et la journée suivante, il y a une dégressivité, ça lui coûte 200 €, et hop, tout ça, c'est dégressif. Ouais. Généralement, les gars viennent souvent à 2, tu vois? Donc c'est autour de 160 € la journée quand ils sont 2 par personne. OK et ben, avant qu'on continue, je vous laisse réfléchir les gars. Vous savez, Bill, toi, ça va être un petit travail de mémoire parce que là, je sais que tu as pas mal couru. Essayez d'identifier l'article que vous avez retenu dans le magazine. Mmh. Qui commence? Généralement, on termine par notre rédacteur en chef. Julien, tu veux commencer ou pas? Ouais, alors c'est compliqué. J'avoue que c'est compliqué parce qu'il y a des choses qui m'ont beaucoup Tellement plu. pour l'article. Ben, non, mais alors, il y avait un truc qui jusque-là était abordé, mais toujours de manière un peu flan-flan, je trouve. Mais mon cœur balance entre le dossier live et le dossier d'ouverture avec Marc Delacoste, parce que ça fait partie des personnes, qui ont, voilà, des mentors, quoi, tu vois? Ça fait partie des noms Eh qui bah, sont connus dis-nous pour la un pêche mot sur hippique. les 2 simplement, bah, au lieu que ça soit très long, tu fais 2 fois pas trop long, ça ira très Ça bien. marche, ouais, ouais, non, mais le live, j'ai beaucoup aimé, en fait, l'approche sur, les notions sociologiques liées, en fait, au live. Le fait d'avoir
bien, Là, tu parles de mon article. Merci, c'est gentil. Ça me fait plaisir. mettre en fait, expliciter en fait, les notions d'opposition justement entre les pêcheurs au live et les pêcheurs conventionnels. Ouais, Et puis tout ce que ça implique en fait la pêche au live en termes de comportement pour les poissons, en termes de comportement entre pêcheurs. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé, le petit encadré là de Julien Buisson, je connaissais pas. ouais, qui est Et président de la fédération de Haute-Vienne. et ben, écoute, j'ai bien aimé son approche. Sur le fait qu'il insiste sur, la notion aujourd'hui on vit dans un monde comme on l'a dit, qui est très sur les réseaux sociaux et là la notion de Ouais, résultat en fait qui des fois est contre-productive avec, l'idée de pêche. Parce qu'à la pêche, il y a pas que de la productivité si tu veux, il y a une notion de surtout si on se concentre que sur le résultat, on va être nombreux à arrêter la pêche, hein. ouais voilà donc tu vois? J'ai beaucoup aimé ça et après que quoi dire de du d'article de Marc Delacoste? Ben, beaucoup de justesse, en fait, hein. Beaucoup, Ouais. beaucoup de justesse dans, et beaucoup de simplicité dans ses propos, mais tellement tellement vrai, tellement, réaliste par rapport à ce qu'il faut faire quand on est pêcheur aux appâts naturels, de la truite à l'ouverture. Voilà, heu, après effectivement ça changera enfin bon, ça un article ça suffit pas, il faut un peu de pratique, mais vraiment très bien. OK. Alors moi alors pour le coup, je vais reparler un peu de mon propre article, c'est très immodeste, mais je m'en fous complètement, mais c'est parce que je voudrais dire un truc. Alors moi, j'ai beaucoup aimé l'article de Thierry Bruand, sur, Anatomie d'une ouverture manquée. J'ai Ouais. trouvé super cet article. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a vachement plu. Alors il y a des phrases qui m'ont fait rire, genre, «Après 4 heures de pêche acharnée, le bilan est maigre, 5 poissons seulement». Bah, pour moi, c'est une très bonne ouverture, 5 poissons. Je l'avais lu J'étais là, aussi. je fais: «Ah ouais, quand même, putain, les gars, ils sont chauds à la truite, quoi». Mais je trouvais que c'était bien, bien pédagogique, bien explicité, ça m'a vraiment plu et alors malheureusement, si je peux me permettre, j'ai beaucoup d'affection pour son auteur, hein, je sais qui c'est, mais le billet d'humeur m'a moins plu et c'est d'ailleurs en rapport avec le live. Ça m'a moins plu parce que bon, d'abord, je pense qu'il sait pas de quoi il parle. Après, le problème du billet d'humeur, c'est un peu le problème de l'éditorialisme en général, c'est qu'on est quand même conduit, voire même encouragé à parler de ce qu'on connaît pas. Puisqu'on est là pour donner son humeur sur les choses plutôt qu'une opinion, renseignée. Et alors, il y a quand même des choses qui m'ont fait halluciner. Je le dis pour les gens quand même, mais désolé, mais je me demande si cette levée de bouclier contre le Live Cup ne cacherait pas une jalousie de classe. Alors là, j'avoue que j'ai eu mal quand j'ai eu ça. Alors, je tiens à le dire, le mépris de classe, ça existe. La haine de classe, ça existe. Le racisme de classe, ça existe. Mais la jalousie de classe, ça n'existe pas. Il n'y a aucune documentation scientifique qui fait allusion à ça. L'hypothèse de la jalousie de classe, ça, c'est ce que font les milliardaires à la télévision quand on leur demande de payer leurs impôts. Ils répondent: «Non, mais les gens sont jaloux». Bon, si cette réponse vous convient, grand bien vous fasse. Et donc, si ça vous a pas trop plu, ce biais d'humeur, parce que vous faites partie des gens qui ont des réticences sur le Livescope, alors allez voir mon propre article où justement, comme l'a dit, Julien, je passe quand même beaucoup, beaucoup de temps à prendre au sérieux, au contraire, Mmh. les gens qui sont pas super enflammés, par cette histoire de Livescope et j'essaye au contraire d'expliciter un peu, leurs arguments. Parfois aussi, du fait qu'eux-mêmes, ils en trouvent pas les mots pour le dire et donc justement en faisant appel à la sociologie, à la philosophie, la technique et tout ça, il y a des explications, à ça et donc même s'il y a des moments, c'est excessif, surtout dans la manière dont c'est exprimé sur les réseaux sociaux et que la technophobie en soi, bon, c'est pas forcément, très pertinent. Non, il y a des bonnes raisons quand même de se poser des questions sur le Livescope. Il y a des bonnes raisons de pas aimer et c'est ce que j'ai essayé, de dire, dedans. Voilà, ça c'était mon petit, message personnel pour dire: faut arrêter d'être tout le temps dans le mépris et tout ça. Les gens ne sont pas, juste stupides, parfois ils ont leurs raisons pour ne pas aimer, quelque chose. Et toi, Bill, qu'est-ce que tu as retenu dans ton propre numéro? Si j'ai envie de dire Bah, ça comme ça. je l'ai retenu, en entier, je le connais par cœur, mais pour, C'est pour ça, ouais, c'est un peu difficile de dire à quelqu'un: «Qu'est-ce que tu pas aimé dans le numéro ah, que tu as validé?» très heureux Alors qu'est-ce que tu as du préféré? si, il y a forcément des choses avec lesquelles on est d'accord et pas d'accord, surtout quand on présente des débats comme le Livescope où on avait des Ouais, points de vue pour, des points de vue contre. Un point de vue pour un peu plus technique aussi par Arnaud Landrieux qui explique un peu comment se mettre à la technique et qu'est-ce que ça Mmh. rapporte, concrètement pour le pêcheur, donc ça, c'est intéressant aussi. J'imagine qu'on aura beaucoup l'occasion de faire des débats sur le live, sur ce podcast à d'autres occasions parce que c'est très intéressant en fait. Ça pose des questions assez profondes sur,
Je Voilà. te coupe, mais pour dire aux gens, ce qu'on n'a pas fait sur ce numéro-là, outre l'ouverture de la truite, c'est que Yann Nabusset de Tous et Tom Mmh. Sawyer a fait déjà un très bon podcast sur le sujet. Oui, D'ailleurs, donc allez le voir déjà et vous aurez c'est ça, des et je pistes de pense qu'il a réflexion. déjà bien Mmh. cerné le truc. Il Pour y a l'instant, on n'a beaucoup de pas trop choses de à dire et polémiques. il y en aura sûrement encore par la suite. Hem Très heureux que Marc Delacoste nous rejoigne l'équipe à nouveau et nous fasse des articles parce que c'est non seulement un très bon pêcheur, mais en plus il écrit très bien, il fait des articles très détaillés, très précis, de très grande qualité. Pour rebondir sur ce que tu disais sur l'article de Thierry Bruand sur l'ouverture ratée, c'est intéressant de voir différents milieux au niveau pêche à la truite. Thierry, il pêche en Savoie, dans les Alpes, dans des petites rivières où il y a plein de truites, mais elles sont toutes petites. Donc, si tu fais pas un carton en termes de nombre de poissons, tu as raté ton ouverture. À côté de ça, tu vois, si tu pêches sur la Touvre, tu vas peut-être Mmh, faire un poisson, bah, c'est il ça. fera 45, 50, peut-être 60 et tu auras réussi ton ouverture. Parce que Ouais, la norme, c'est pas d'en faire, autant. Donc c'est en fait, on parle de c'est très dur de faire des généralités sur la pêche à la truite parce que c'est hyper différent selon les milieux, selon les techniques, selon D'accord. les endroits. Hem Et donc on essaye de d'approcher plein de milieux et de techniques différentes. Là, ce numéro-là était plutôt petit milieu, petit poisson. On parle aussi de pêche à la barre, qui est une technique un peu traditionnelle de ouais, pêche au toc, mais redoutablement efficace. Bien sûr. Très mmh, simple, très épuré et c'est facile de s'y mettre et c'est intéressant. Dans le numéro suivant, on parlera un peu plus grand milieu aussi, pêche au leurre, comment attraper des gros poissons. Donc on essaye de toucher un peu à tout au niveau des techniques de pêche, à la truite. Moi, 2 articles que je souligne dans le numéro, puisque c'était ça ta question, Nouma, avant cette ouais, lon c'est après cette longue introduction, c'est un super, voyage de pêche sur le snakehead. Donc, on n'est pas un magazine de voyage de pêche, on essaye de privilégier la pêche en France parce qu'il y a beaucoup plus de belles choses à faire avec un plus petit bilan carbone et un plus petit budget qu'à l'étranger. Mais il y a quand même des pêches super à faire à l'étranger, donc on en parle un petit peu. Et là, un beau voyage de pêche au snakehead, donc un poisson assez fabuleux avec des très très mmh, belles photos. Et puis, côté mer, alors l'hiver, c'est pas forcément la saison de la mer et pourtant, c'est la saison dans laquelle les détaillants font le plus de chiffres sur enfin, en tout cas, ont la technique de pêche qui fait le plus de chiffres, qui est le calamar. La Heu, pêche des céphalopode, si tu regardes les chiffres en France, c'est ce qui vend le plus de matériel, parce que, c'est très populaire. Il y a plein de gens qui aiment cette pêche-là, on peut pêcher du bord, qui est dans les une pêche ports. du bord, c'est presque, enfin, c'est même pas un poisson qu'on cherche, c'est même pas vraiment avec des hameçons, c'est pas Ouais, vraiment c'est entre la pêche à pied et la pêche tout court, mais ça peut être très technique. Ça peut ah être oui, aussi pratiqué un peu comme la pêche au leurre, de manière très technique, ça fait des belles touches, des beaux combats. ouais, Donc c'est pour manger, mais pas que. Et donc, Guillaume Barla qui pratique cette pêche en Méditerranée, mais on peut pratiquer cette pêche depuis le nord de la Normandie, jusqu'à la Corse, hein. C'est vraiment partout qu'on peut pêcher le calamar en hiver. Là, il nous explique comment faire, quelles sont les bases pour le calamar et pour la sèche, ce qu'il appelle les gluants. Mais, c'est une technique sympa à essayer si vous êtes de passage, en bord de mer. ouais. En sachant que, bon, moi, je suis, près du bassin d'Arcachon, donc c'est une tradition aussi, de ça. D'ailleurs, parce que aussi, bah, Clay Fishing, qui est bordelais, a été très tôt, sur ce truc-là, auparavant. Mais bon, nous, on a un problème, c'est que très régulièrement, de plus en plus souvent, bah, les filets sont passés avant que les sèches, parce que c'est beaucoup la sèche, hein, mais ouais. aussi les calamars, arrivent, et souvent ça nous détruit complètement, les possibilités de pêche. Ça, c'est un vrai problème aussi. Oui, problème général avec la pêche professionnelle en mer. Donc, Bientôt d'ailleurs en eau douce, ça nous menace Ouais. avec le silure, mais on en parlera une autre fois, on mais avec reparlera. la pêche en mer, là, on a le quota de maquereaux qui est passé à 5 par personne et par jour. Avec une mitraillette à 6 hameçons, vous pouvez le faire en un coup de ligne, le quota Ouais. journalier de maquereaux. Bon, pour beaucoup de pêcheurs, 5 maquereaux, c'est largement assez pour nourrir la famille, mais pour d'autres qui vont, par exemple, faire des vifs, ça peut être un véritable problème. Donc ça, c'est des questions aussi importantes, comment, arriver à se faire entendre face à la pêche professionnelle et à faire valoir notre activité. Sur ce point très précisément, la rumeur veut qu'il y avait eu un accord sur un quota plus élevé et que la ministre, au dernier moment, aurait modifié le chiffre
avec, le sous l'impulsion des pêcheurs professionnels sans consultation. Donc c'est ce que dit la rumeur. Tout ça pour dire que là-dedans, il y a des opérations de lobbying et de pression qui sont Énorme. Mmh. énormes et en ce moment, on est vraiment, au cœur de tout un tas d'attaques, de toutes parts. Ça va être très compliqué de résister. Justement, on va dire un petit mot quand même de l'avenir de la pêche de la truite en France. On l'avait déjà dit dans un précédent podcast, malheureusement, c'est un poisson qui est en difficulté. Ce sont des milieux en difficulté. Mmh. Là, par exemple, j'ai une question, parce que moi, je me souviens de là, les crues qu'on a vécues sont incroyables et par exemple, même en deuxième catégorie, les crues qu'on avait eues il y a 2 ans, je crois, avaient carrément lavé le fond des rivières derrière, ça avait pas été, génial. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation actuelle? Comment se présente l'ouverture 2026? Celui qui veut prendre la parole. Nabil? Ah ben, il y en a encore un peu de temps pour le savoir parce que l'eau, elle va Mmh. baisser probablement, ça va dépendre des endroits. Là, c'est en crue, mais ça aura baissé dans la plupart des rivières. Hem, dans certaines, il y a peut-être eu des crues catastrophiques. J'ai pas regardé, j'étais en plus, un peu à l'étranger là, mais j'ai pas trop regardé l'ampleur des crues, mais je pense pas que ça a été catastrophique dans toutes les rivières, c'est-à-dire, apte à détruire carrément des populations de truites. Parce que il faut quand même des crues vraiment très Mmh. violentes et très puissantes pour vraiment détruire les populations de truites. Après, dans quelle mesure ça peut impacter la fraie? Ça, c'est une question intéressante. C'est Il ça le faudrait que problème. je mette des gens sur le coup pour le magazine parce que c'est une question que moi je me pose beaucoup dans des rivières que je suis. Dans quelle mesure la crue peut impacter la fraie? Est-ce que tu en sais quelque chose, Julien? Alors, c'est significatif. Faut savoir que sur, des grosses crues, tu peux avoir, alors je pense que tu peux avoir jusqu'à 80 du cheptel d'alevins, notamment des alevins dont le vésicule n'est pas résorbé, qui peuvent, finir en fait, emportés par le courant parce qu'ils sont pas assez véloces. Là, nous, je peux juste te dire que moi, du coup, je guide sur le bassin de la Dordogne, amont, c'est-à-dire, tous les ruisseaux, tous les affluents que draine cette rivière. Donc ça concerne quand même un magnifique territoire avec vraiment de jolies rivières de première catégorie et je peux te dire que quand le débit moyen de la rivière qui passe en face de chez moi est de l'ordre de 2 à 3 m3 et qu'on estime qu'elle est passée à presque 100, sur plusieurs jours consécutifs, parce que ça peut monter si tu veux et puis redescendre. Mais quand ça monte et que ça perdure, là, je pense que la fraie, elle est plus viable, quoi. Les individus adultes, eux, ils vont rester. Ils vont rester parce qu'ils savent se protéger, parce que mine de rien, à partir du moment où tu as de l'eau, tu as des flaques d'eau, ça va aller. Pour le reste, c'est compliqué et moi, au-delà des crues, j'ai envie de te dire, ce qui m'inquiète très fortement, c'est les étiages. À Oui. l'inverse, c'est les étiages qui, d'année en année, déjà, sont prématurés. Ça, c'est le premier point. Et les thermies, c'est-à-dire qu'avant, les truites, eh ben, elles devaient subir des thermies qui, tu avais, 2 pics de thermie, importantes, durant le mois de juillet. On est passé à 5, à 10 et puis maintenant, en fait, c'est de plus en plus récurrent. Tu as des eaux qui ont des pics de température élevés, qui sont plus longs dans le temps. Parce qu'une truite, si tu veux, elle peut survivre à des pics de température élevés. Tu me dis si je me trompe, hein, Bill, mais tant que ça ne perdure pas trop longtemps. Si la température pendant la nuit redescend, c'est bien. Là, aujourd'hui, on en est à des pics qui sont, plus élevés et qui durent plus longtemps dans le temps et en fait, on s'aperçoit, moi je le vois au jour le jour, hein, que sur certaines rivières, on voit des espèces qui jusque-là étaient moins présentes. Simplement parce que le milieu, est plus adapté pour elles. Tu vois, le chevesne, par exemple, tout doucement grappille des places sur les salmonidés. Et je pense que la principale problématique, ben, les inondations, ça fait partie des problématiques, mais la thermie, le manque d'eau, c'est bien plus important et bien plus, problématique pour les truites et les pratiques, alors je le dis parce que j'ai pas de langue de bois par rapport à ça, mais les pratiques agricoles, notamment dans des secteurs où je suis là, en moyenne montagne, chose qui avant, parce qu'il y avait beaucoup d'eau, on ressentait pas vraiment. Là, aujourd'hui, les effets sont, exacerbés,
les drainages, par exemple, de zones humides, c'est une catastrophe pour les rivières. Alors je fais Avant une parenthèse là-dessus, il y a eu beaucoup de commentaires qui m'ont un peu attristé, en fait, pour dire la vérité, de gens qui nous répondaient en gros, mais sur le précédent podcast: «Mais quoi vous attaquez les agriculteurs? Quoi? Ce non! sont aussi des pêcheurs». Non mais attends, mais c'est pas ça, c'est qu'à un moment, faut ouvrir les yeux. Le problème de l'agriculture en France, c'est un problème massif, en Non, termes de mais milieu. Majeur. et en Mais plus de c'est ça, Nima, c'est que faut le vous pire réveiller dans les tout gars, hein. ça, c'est que certains agriculteurs vont te dire: «Mais j'en ai conscience». Ils te disent: «Mais moi, j'en ai bien conscience». Sauf que le modèle économique dans lequel on est ne nous Non mais permet c'est pas ça. de Alors comme je dis changer. toujours, alors c'est bien que tu dis ça, je vais le redire et je le redirai à chaque, podcast, nous on n'est pas des curés en fait. Nous notre Ah travail c'est non! pas la morale, c'est pas l'individu. Ah Nous en fait on non! pose des questions politiques et je veux dire c'est pas l'agriculteur du coin qui décide de la politique agricole commune. Non! Il en est Mais oui, victime tout autant que c'est les autres. Nous c'est pas notre propos, on c'est n'attaque pas pas les les agriculteurs. agriculteurs qu'on attaque, c'est tout un système C'est effectivement, c'est ça. l'agriculture, le On le redira remembrement à qui a chaque été podcast, on voit que j'ai effectué pas compris. Donc après ça, la guerre, Alors c'est le système, européen qui a poussé à de la productivité sans et contrainte environnementale et puis aujourd'hui, les grosses entreprises qui sont à la tête de la FNSEA et qui, tentent de perpétuer ce modèle au lieu d'essayer de le modifier, au mépris total de l'environnement. Mais il faut le dire, pour ce qui est des rivières, c'est et une l'exemple des catastrophe. rivières de Franche-Comté est un très bon exemple parce qu'il a été là-bas mesuré, la proportion, de la pollution d'où elle venait, c'est 80 l'agriculture, point. Le reste, c'est négligeable. Alors on entend souvent dire que c'est multifactoriel et cetera pour essayer de semer le doute, mais les autres facteurs sont très faibles, même l'urbanisme, même dans des régions, assez urbanisées, hein. Le vrai problème de nos rivières aujourd'hui, c'est l'agriculture intensive. c'est ça. Alors ça, c'est bien de le rappeler, Julien, je vais te donner la parole, je sais que tu as envie de parler. Ça, c'est très bien de le rappeler. Je le redis encore une fois, nous, notre problème, c'est pas Non. l'agriculteur du coin, enfin, c'est pas lui, non, il est aussi victime que nous, en réalité. Et c'est pareil, il y a eu aussi toute une vague de commentaires pour dire: «Non, mais regardez les gars, la Confédération paysanne». Oui, non, mais d'accord, mais la Confédération paysanne, on est à fond avec eux, mais ils sont ultra minoritaires et je vais même rajouter un 2e échelon à mon propos. Et les gars qui sont à la FNSEA, souvent, ils le sont pour des raisons parce que c'est difficile de ne pas y être. Souvent, leurs parents y étaient, leurs grands-parents y étaient, tous Mmh. les mecs autour y sont. Je veux dire, la notion de choix individuel dans ce genre d'emprise politico-économique, je veux dire, faut arrêter les gars. On choisit pas. Souvent, les gens, en plus, ils galèrent un petit peu, hein, les exploitations agricoles, on sait qu'ils sont en situation difficile. Donc si en plus, faut leur demander, de l'héroïsme, on va pas s'en sortir. Non, la solution, Non. elle est politique, elle vient d'en haut. Julien? Et puis Nima, en plus de ça, moi, je voudrais rebondir là-dessus parce que certains font partie de la FNSEA ou font partie des jeunes agriculteurs, Souvent un regret d'ailleurs. mais pour autant, quand tu discutes avec eux et quand tu regardes in facto ce qu'ils font avec leur exploitation, ils le font bien. Ils le font bien. Eh oui! Ils le font bon gré mal gré, mais avec toutes les difficultés que ça implique, mais ils le font quand même bien et des exemples, moi j'en ai plein dans mon village, Bien je sûr. peux t'en dire. Des mecs qui bossent très bien, ils épandent pas de lisier, ils mettent du fumier, ils se font chier à Exactement. prendre le fumier à l'épand. Donc du Mmh. coup, si tu veux, il y a pas d'écoulement, il y a pas de truc. Ils en ont bien conscience de tout ça, mais ils te disent: «Mais moi, à la fin du mois, le problème, c'est toujours le même, hein. J'arrive pas à en vivre». Donc effectivement, c'est Exactement. plus global et moi je veux pas vraiment je veux pas pointer du doigt les agriculteurs. Ils ont un métier qui est bien assez difficile, mais je leur dis juste: «Attention, une rivière, c'est pas un égout et c'est pas juste un truc, voilà, où tout finit». C'est Ah, juste ça. Parce que moi, mais je le vois tous les jours que je suis au bord de la rivière, tous les jours, je le vois. Voilà. non, mais et surtout, le vrai souci, c'est que pour faciliter le travail des agriculteurs, essayer en tout cas de le rendre moins difficile, de leur permettre des meilleurs revenus, le choix politique aujourd'hui est de sacrifier l'environnement et les rivières, au Mmh. lieu de jouer sur, par exemple, restreindre le libre-échange, restreindre les importations de produits étrangers, restreindre les normes, les marges de la grande distribution, les profits de certaines entreprises au lieu de rogner là-dessus, ou même le pouvoir d'achat des Français, en tout cas la part qu'on accorde à la nourriture qui est devenue extrêmement faible au cours des dernières décennies. On paye quasiment plus rien, pour manger.
et après on se plaint que les agriculteurs aient pas de quoi vivre et qu'on mange, de la merde. Donc Parce qu'il y a peut-être des gens devant un truc, qui disent: «Ouais, mais quand même ça a bien augmenté». C'est parce que ce qu'il alors oublie de dire, c'est que le transfert a été fait vers les loyers. C'est le en voilà fait, et c'est ç oui, oui, bien sûr, après la c'est Seconde pas Guerre mondiale, les gens, ils dépensaient plus d'argent dans leur tabac que dans leur loyer. c'est oui, c'est fou de se dire ça quand même. Mais donc l'idée est pas de faire payer les Français ou de faire payer, les entreprises plus les unes que les autres et cetera, mais plus de se dire, il faut pas que ça soit uniquement l'environnement qui trinque et qui absorbe, parce que d'une part, ça suffit pas. Mmh. Même en autorisant les agriculteurs à détruire les rivières, autant qu'ils voudront, c'est pas ça qui va leur permettre d'avoir des revenus décents. C'est ça, À côté, il y a de la concurrence qui vient du Brésil, c'est ça. et où ils ont absolument, aucune norme et des salaires beaucoup, beaucoup plus faibles parce que et c'est surtout de ça qu'il s'agit. Donc peut-être qu'il faut jouer sur d'autres facteurs et malheureusement aujourd'hui, c'est pas le choix qui est fait, par nos gouvernements. Mmh, Non. complètement d'accord. Julien, d'ailleurs, on a parlé de crues juste avant. Tu m'as mis en contact avec quelqu'un qui a lancé une appli que je trouve indispensable. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Parce que j'ai oublié le nom de l'appli. Voilà. Ouais, ouais, donc dédicace à un super pote et confrère qui s'appelle Stéphane Voissier. Steph, il est guide de pêche comme moi, en Auvergne, sur la rivière Sioule et en fait, il s'est dit un jour, tu sais, nous, dans le Massif central, on dit que c'est le château d'eau de la France. Et effectivement, il y a beaucoup de sources et beaucoup de rivières et en fait, il y a beaucoup aussi de barrages et qui dit barrage, dit qu'il y a des éclusées. Et ces éclusées, en fait, elles sont difficilement, maîtrisables par le pêcheur, heu et puis surtout, on a du mal, en fait, à les prévoir, OK? En termes de prévisionnel et lui, il s'est dit: «Mais aujourd'hui, on a des capteurs, en France, on a plein de choses qui existent, pour mesurer, les débits et cetera. Pourquoi est-ce qu'il y aurait pas une appli qui permette en temps réel aux pêcheurs de se mettre en sécurité à partir du moment où il y a un lâcher de barrage, à partir du moment où le débit monte. Est-ce qu'il n'y aurait pas une application qui lui permettrait d'être en contact avec les autres utilisateurs de l'application dans un périmètre restreint pour signaler un problème? Voilà. Et puis l'application le permet entre autres, donc lui, il répond à ces interrogations-là en proposant une application justement qui va, donc vous vous géolocalisez sur l'application, sur la rivière où vous pêchez et du coup, vous recevez des alertes en temps réel. Ça, c'est vous qui le paramétrez, OK et ça va vous dire si le niveau monte ou s'il baisse. Est-ce qu'il y a un lâcher qui est Vachement bien. rapide? Et cetera et cetera. Donc là, Ça, c'est voilà, il est en pourparlers notamment comment avec s'appelle l'API. l'appli déjà? Alors c'est River Alert. River Alert, voilà. Ça, c'est River vachement bien. Alert et Je me au-delà de mets ça, dessus, il y a d'autres trucs, tu vois? Là, je sais qu'il y a, donc il y a un carnet de capture qui est, bah, qui peut être enfin, qui est très interactif parce que du coup, tu peux, géolocaliser ta prise, mettre plein d'informations là-dessus. Tu peux la partager avec ouais. des personnes, qui ont aussi l'application. Heu, tu as plein de paramètres qui sont enregistrés, le Partage débit, la d'informations de température de l'eau. géolocalisation de poissons, ça a jamais trop marché, mais côté Ouais, carnet de mais capture, ça peut être oui, non, sympa. mais par rapport notamment, tu vois, sur les au moment de la capture, tu sais quelle est la température de l'eau. Ouais, Tu non, sais mais quel voilà, est ça, c'est le le côté débit carnet de moyen. capture. Ouais, ça, c'est très chouette. Tu connais l'hygrométrie, tu connais la pression Mmh. atmosphérique. Donc ça, c'est des paramètres quand même Ouais, qui ça me parlent aux plaît ça. pêcheurs, tu vois? Mmh. Mais Voilà moi, je vois surtout aussi, et surtout la donc sécurité, quoi. Je veux dire, ça vaut pas moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver génial. bloqué par une montée d'eau. J'étais hyper Ah mais content d'avoir un génial. sac étanche. C'était pas un HPA, mais c'était une copie, on va dire. J'étais bien content de pouvoir le gonfler et de flotter, pour, dériver. Mais ça fait même peur, en fait. Je veux dire, même si le danger était pas énorme, je sentais que j'allais perdre au moins du matos, au passage, quoi. Donc Écoute, en tout cas, je vous invite à l'interviewer un jour et surtout donc l'appli, elle va sortir là incessamment sous peu. Je pense qu'il va la faire sortir, ouais, au début mars là et voilà, il est en train encore ouais, en avant plus l'ouverture, ça serait pas bête. de réfléchir à des trucs, tu vois? Je sais qu'il est en lien avec des gars de l'équipe de France de pêche à la mouche pour, encore développer d'autres Génial. choses, donc non, c'est bien. En parlant de ça, petit point matos, parce que là, on est dans des phases de test et tout ça et bon, si vous êtes en train de vous équiper, je voudrais vous montrer deux trois trucs. Alors là, je vais vous montrer 2 choses de chez Sakura, parce que je trouve que Sakura, cette année, ils ont géré un truc de fou. Ils ont sorti, une canne, alors, bon, selon la longueur puissance, les prix varient, m'embêtez pas avec ça, mais en tout cas, c'est moins de 100 €.
je la trouve sublime. Alors la truite est fermée, donc en ce moment, je m'entraîne sur le privé sur des perches avec. Mais alors le look de la canne d'abord est super, réussi, belle poignée liège, poignée bois. Je pense même pas que ça soit imitation bois, c'est vraiment superbe. Elle est vraiment magnifique. En plus, elle a une action qui est pas trop en pointe parce que malheureusement, il y a quand même un Bien. il y a devenu une habitude maintenant chez les Et pêcheurs rouleurs d'utiliser des cannes hyper fast. Alors pour la précision, c'est super, mais en fait, le ouais. problème, c'est que ça limite pas mal les leurres que vous allez utiliser, parce qu'il faut des leurres très denses pour pouvoir, bien les lancer. Et avec des cannes un peu plus paraboliques, vous avez quand même possibilité de lancer plus de types de leurres différents. Et par exemple, celle-ci, même si elle est assez courte, elle ira quand même bien du fait de son action sur les leurres souples, où c'est bien que ça rende un petit peu le sillon. Donc cette canne s'appelle la Tsubaki et vraiment parmi tout ce que j'ai, testé là en fin d'année, ça m'a vraiment étonné. J'ai vraiment trouvé que c'était une très belle canne. J'ai pas mes lunettes, je pourrais pas vous donner la longueur et puissance, mais enfin vous savez ce que c'est, généralement c'est 2,7 grammes ou 3,10 grammes, ça tourne autour de ça, généralement les cannes, leurres. Et je voudrais que tu nous alors tiens, avant qu'on en parle, je vais vous montrer quelque chose. Là, c'est chez une marque française qui s'appelle, Need to Fish. Déjà, le colorama est magnifique, je trouve. Ils ont sorti un leurre qui s'appelle Sentinelle. Donc ça, c'est la grande taille avec des tripes, taille brochet, black bass, vous pouvez pêcher grosse truite avec si vous voulez, mais je vous conseille quand même de changer les tripes. Là, je vous montre ici parce que vraiment le coloris, il est cool. Je vous montre un autre coloris. Donc c'est français, hein, donc le leurre s'appelle Sentinelle. Le prix, il est vraiment, stylé. C'est le même prix pour les 2 tailles, je crois, genre, 14 balles. Ça m'a vraiment, plu. Et là, regardez, je vous montre. Donc sur la petite taille, on voit que c'est des hameçons simples de série. Donc ça, c'est quand même une Mmh bonne idée. mh. Je vous dis la vérité, hein, le peu que j'ai pêché à truite, c'est vrai que si tu veux pas la rater, mieux vaut qu'il y ait un triple, mais éthique Ça se oblige, discute ça. pêcher Ouais, oh, moi je trouve quand même que bon. et regardez ce petit coloris truitelle là, il est vraiment bien. Enfin moi déjà, je trouvais que les coloris étaient super. J'ai essayé, ça se lance super bien. C'est vraiment, un minot, c'est-à-dire que c'est beaucoup lancer-ramener, surtout la grande taille d'ailleurs. La petite taille, vous pouvez la twitcher et comme ça a une bonne densité, c'est vrai que c'est pas mal à l'ouverture pour descendre un petit peu Mmh dans la couche d'eau pour aller chercher mh. les truites qui sont souvent Mmh. plutôt près du fond que vers la surface. Donc vraiment, allez voir ça. Sentinelle, Need to Fish, super. Et alors, on en parlait juste avant le podcast, je veux que tu nous en dises 2 mots, Julien. Je découvre en même temps que je reçois le produit. Donc, faut savoir que tout ce qui est un petit peu, poil, Mmh. matériaux naturels ou artificiels imitatifs, ça revient vachement à la mode. Alors, en fait, ça date pas d'hier, déjà, il y avait un pêcheur qui s'appelait là, c'est vraiment, peau de lapin à l'arrière là et justement la peau de lapin, déjà, dans les années 90, il y a pas mal de pêcheurs qui utilisaient ça pour des animations très, très lentes l'hiver sur des têtes plombées. Parce qu'en fait, à l'arrêt, c'est très vivant, le poil, bouge bien et sur les cendres en particulier, c'était Mmh. redoutable. D'ailleurs, je pense que ça, pour pêcher les cendres, ça va être super. Mais tu me disais qu'il y avait une tendance pour la pêche de la truite avec ce type de leurre, Julien. Tu peux nous expliquer? Parce que là, moi, je ne sais rien du tout là-dessus. Je découvre et je vais essayer grâce à toi d'ailleurs. Explique-nous. Alors Donc en ça fait, s'appelle le c'est Shabiou. Sakura aussi. Magnifique. ouais, ouais, ben Plein de ça en fait, coloris. c'est dans l'air du temps. L'idée, c'est qu'on s'est dit, je pense qu'il y a plein de pêcheurs au leurre qui se sont, à un moment donné, si tu veux, les PN, on en a parlé tout à l'heure, ça passe rapidement. On voit qu'il y a Mmh. des limites. On voit qu'il y a des limites à tout ça et paradoxalement, les pêcheurs en nymphe, eux, c'est une technique qui marche très bien, qui ratisse, si tu veux, c'est ça ça permet de peigner une rivière de manière méticuleuse. Et l'idée de ces pêcheurs-là, c'est de se dire: «OK, ben, je vais faire une espèce de grosse nymphe qui va ressembler en fait, dans la forme générale à une nymphe, mais Mmh. avec les ondulations, les vibrations d'un leurre ou d'un streamer». OK et donc Parce que là, l'idée, je c'est te de coupe, hein, parce que c'est toujours mon boulot de couper. c'est Là, ça. on dirait franchement une larve de libellule, là, franchement. Ouais, ça une larve de libellule, un chabot, enfin, tu vois, un truc comme ça, quoi et donc l'idée, c'est d'utiliser des cannes un peu différentes, par contre, un peu plus longues, pour avoir un bras de Ouais, levier, pour soustraire, en fait, ta bannière au courant, un peu comme au ouais. toc ou un peu comme à la mouche, en nymphe ou n'importe. OK, avec du coup des actions effectivement Plus un douce. peu plus marquées, pointe, tu vois? Mais avec quand même de la Bon, douceur. Voilà, OK. Non, une non, parce que marquée moi, je pointe dis une mais bêtise alors. douceur et du coup, on va aller gratter par des soubresauts, prendre régulièrement contact avec le fond et du coup ralentir ses dérives, ralentir ses dérives. Ça s'appelle des twitching jigs OK. des twitching streamers et ça peut se fabriquer. À partir du moment où tu sais monter une mouche et ben, tu adaptes juste en fait, tu peux utiliser des TP, par exemple des TP en tungstène
et monter, tes streamers dessus et tu obtiens comme ça des twitching jigs et ça marche très bien. Pas que pour la truite, hein. Tu disais pour le sandre, moi je vais régulièrement en Pologne et en Pologne, les mecs qui pêchent en vertical, ils ne pêchent qu'avec ça. Enfin, beaucoup avec ça. Ah Voilà. ouais, Ouais, grave. enfin, bon, Ça super, je marche suis en très train de bien sous découvrir. la canne aussi, dans les petites rivières. Très bien. Au ras des berges, hein, faut pas oublier de pêcher aussi près de soi, sous les pieds et cetera. Ouais. Ça pêche très, très bien sous la canne dans les obstacles. Rajouter une brosse anti-herbe, ça peut être un bon truc sur ce genre de choses et ça pêche bien la perche aussi, ces trucs-là Carrément. et il faut pas oublier que ça pêche à l'arrêt. C'est-à-dire avec tout ce qui est streamer lapin comme ça, un peu marabout, Super. Marabout. si tu as une grosse perche qui te suit, faut pas hésiter à arrêter, mais parfois plus d'une minute et elle va rester le nez collé au truc pendant une minute. Hem Alors là, c'est le palpitant, c'est vraiment l'adrénaline maximale, quand tu as une perche de 45 qui est là, le nez collé à ce truc-là dans tes pieds, et tu peux faire des tout petits mouvements de temps en temps, mais il faut vraiment très, très peu le bouger et souvent, elle va finir par coffrer ce genre de leurre après l'avoir examiné très, très, très longtemps, surtout en hiver quand l'eau est froide. C'est un peu moins vrai avec la truite. La truite peut examiner un peu un leurre, mais un peu moins quand même. Même ouais, ouais. Mais avec la perche, faut pas hésiter à attendre très, très, très longtemps si on la voit et qu'on voit qu'elle hésite Alors là, je vous et dis ça carrément, marche alors là, très je te bien. coupe, mais par exemple, dès qu'il y a de la pression de pêche et ça marche aussi pour le brochet, Mmh. là, je peux en parler parce que c'est ma pêche, laisser un leurre 2-3 minutes au fond, ça marche très bien sur les gros brochets. Ils sont pas habitués à ce qu'on les prenne comme ça et ça fait des départs de carpe, hein. Je veux dire même un truc qui pèse 40 grammes, de toute façon les gros brochets, ils deviennent hyper, comment on appelle ça? Quand ça bouffe Charognard. des cadavres, charognards Ouais. et puis surtout, il faut savoir aussi un autre truc, c'est que la notion de libre arbitre chez les poissons, il faut quand même qu'ils prennent la décision de laisser tomber une source de nourriture qui est cadeau, hein, qui est donnée. Et d'ailleurs, quand on les observe faire, quand on a la chance de les regarder, souvent, surtout les black bass, ça cogite pas mal. Souvent, on les voit, ils partent, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent. Et c'est comme s'il y avait quelque chose de plus fort qu'eux qui dit, ouais, Ouais, là, c'est ça. je sais que je fais peut-être une bêtise, mais il faut que je prenne ce truc, quoi. Tu vois? Parce que là, si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre. Donc, non, mais ça, c'est super intéressant. Alors là, pour le coup, le chabio, ça, je vais essayer à l'ouverture. Ça m'a bien plu, ça, carrément. Et ça et dans les petites tailles, tu peux l'utiliser avec, je disais une canne à leurre, Mmh. mais le gars qui a pas envie d'investir ou de se monter une canne, tu vois, road building, une canne à toc un peu fast, tu vois? On parlait des cannes, de Lacoste là, qui ont tendance à être un peu plus fast que les autres marques. Bah, ça fait très, très bien le job, quoi. Tu vois, tu as la longueur, tu as D'ailleurs, assez de mille, c'est très bien. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, là, je m'adresse à ceux qui sont comme moi, pas des grands pêcheurs de truites, mais qui aiment bien la pêche au leurre. À l'ouverture, il y a un truc qui marche bien, c'est de monter la rivière au PN pour voir ce qui se passe, surtout quand il Mmh. fait chaud, là, entre midi et 2, c'est sympa. Et de redescendre au leurre souple avec des toutes petites créatures. Et alors, je dis pour ceux qui sont comme moi, pas des spécialistes, outre la couleur, le but du jeu, c'est de trouver le plombage pour que ça laboure pas le fond, que ça décolle pas trop non plus du fond, que ça rebondisse Et un peu naturellement comme ça. Ça marche très bien. On perd un petit peu de leurre, de temps en temps, mais si on pêche correctement en descendant, on doit pouvoir s'en sortir. Mais surtout ça quand les truites sont pas sorties, qu'elles sont un peu, au fond dans les cailloux là, ça marche assez bien, ça les fait bien sortir quoi. Donc ça, c'est des bonnes, techniques pour les gens comme moi qui sont pas très bons. je vais aller plus loin, Numa, parce qu'en tant que pêcheur de truite, je pense que ce qui est prépondérant, c'est, que ça soit dans le leurre, dans la pêche en nymphe, alors moins dans les appâts parce qu'il y a pas l'effet visuel et cetera, mais, ce qui est prépondérant, c'est pas la couleur, c'est pas ça peut être un peu le volume, mais c'est surtout le poids. Parce qu'il y a Ouais, le facteur courant, il y a le facteur rivière, courante et profondeur et comme je dis à mes stagiaires quand ils arrivent pour pêcher, pour faire une initiation nymphophile ou n'importe, ils me disent: «Mais alors quelle nymphe je prends?» et je leur dis: «Bah, à la rigueur, tu prends que 2 modèles, un modèle lisse et un modèle, poilu pour apporter un peu de vie. mmh, Un modèle lisse pour descendre rapidement et après tu me déclines tout ça en un maximum de poids possible pour pas être à court, en fait, parce que, comme l'a dit Bill, et ben, en fait, les rivières, elles sont pas c'est pas toutes les mêmes. Entre le sud de la France, le nord de la France, que tu sois en montagne, que tu sois en plaine, il faut que tu puisses t'adapter et le meilleur moyen de s'adapter, c'est d'avoir un maximum de poids possible à disposition. excellent.
Et alors, donc la trame là, elle a été faite, avec l'aide de Thierry Bruand qui initialement devait participer d'ailleurs à ce podcast, puis ça n'a pas pu se faire et lui, il proposait de terminer ce podcast en parlant des truites arc-en-ciel et des déversements. Alors là, le sujet est un petit peu libre, bon déjà pourquoi tant de haine envers ce poisson? Quelle est un peu la limite du système? Voilà, alors là, c'est vraiment complètement libre. Bill? Ah moi j'ai pas de haine envers ce poisson. Non, mais la Non, question, c'est pourquoi tant de gens haïssent, la ah ben moi j'adore les truites arc-en-ciel, c'est mon truc, la pêche de réservoir, surtout j'adore ça. avec les amandes et oui, non, non, j'aime beaucoup ce poisson parce que pour l'haliotisme, ça rapporte beaucoup, puis qu'il a la Mmh mh. merveilleuse idée, pour des raisons un peu mystérieuses, d'être assez stérile dans nos rivières françaises. Ce qui C'est ça, fait ouais. que, on Oui, peut en déverser, mais il risque pas de se reproduire, donc c'est très bien parce que il y a Hugo Clément qui avait produit un article expliquant que c'était une mmh, catastrophe parce que oui, ça mais faisait une bon, espèce invasive qui allait il se reproduire partout. il Il va falloir qu'il se c'était renseigne un pas petit un peu, grand expert. sur des vidéos, ouais. Non, il connaît pas grand-chose et c'est vrai que, même dans les endroits où elle s'est reproduite, en fait, la truite arc-en-ciel, elle concurrence pas tant que ça la Fario. Très Mmh souvent, mh. elle se tient sur des zones différentes, en plein courant, elle prend pas leur cache et ce qui limite les populations de Fario, c'est vraiment l'habitat, tandis que l'arc-en-ciel, elle va pas les concurrencer sur de l'habitat. Mais, non, je pense qu'il y a un côté un peu, justement, mépris de classe ou, j'emploie peut-être pas le bon terme Si, sociologique, moi je pense que c'est pas mal, hein, je mais pense comme ça le moi, hein. pêcheur est très sensible à son image et les reportages au JT, chaque fois à l'ouverture de la truite, on voit des Ouais, gars avec la gitane maïs au bec qui cassent la nuque des arcs-en-ciel à manches courtes et c'est pas le truc qu'on a envie que les gens pensent de notre loisir quand nous, on va dans des rivières sauvages avec des leurres dernier cri, pour chercher des poissons d'exception. On a plutôt envie d'une image à la Patagonia que d'une image à la pâte à truite et du coup, tout le monde déteste les c'est lâchers ça. d'arc-en-ciel. Mais les lâchers d'arc-en-ciel, pour les gamins, pour des pêcheurs qui sont pas forcément passionnés comme nous, mais qui ont juste envie de mettre 3 poissons au congélateur, hem, c'est une bonne chose, surtout qu'on peut plus en garder des farios sauvages, c'est devenu trop menacé, à part dans quelques milieux, c'est un poisson qu'il faut relâcher absolument. C'est Donc ça, c'est plutôt je une suis bonne d'accord. chose. Moi, ma seule, réserve, c'est qu'il faut pas les lâcher dans les rivières où il y a des populations de farios fragiles susceptibles d'être capturées en même temps. Et donc il faut assumer que les rivières à truites, bah, c'est pour les truites et les arcs-en-ciel, on les met ailleurs, dans des secondes cates, dans des étangs et c'est là que, les amateurs de ce genre de pêche font leur ouverture, parce que comme ça permet de vendre des cartes de pêche, ça permet à plein de gens de manger, de s'initier à la pêche. Mais il faut surtout pas, et c'est ce qui est fait malheureusement dans certaines APPMA, que ces lâchers risquent de produire des captures accidentelles de truites fario. Une dernière chose, sur Julien, sur les truites arc-en-ciel, tu voulais dire quelque chose en particulier et tout? Chez vous, Alors comment ça se fait d'ailleurs chez vous? Vous avez des déversements d'arc, de tac, dans ouais, oui, 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 on en a notamment, ben, comme l'a dit Bill, c'est le lâcher, de l'ouverture, quoi. Il est là pour contenter, et ben, comme tu l'as dit, les pêcheurs qui ne sont pas spécialisés, les pêcheurs qui sont occasionnels. En fait, cette frange de pêcheurs et ben, mine de rien, qui fait partie du schmilblick et qu'il faut essayer de conserver, pour, ben, les besoins, financiers, en fait, du système, halieutique tel qu'on le connaît. et Au-delà de puis surtout, il a ça le droit de pêcher comme ça, tout simplement, ouais, quoi. voilà et au-delà de ça, par contre, moi, je trouve que les arcs-en-ciel, et ben, ça reste quand même un fabuleux outil, d'halieutisme. Heu, Moi, je vois sur certains no-kill un peu dégradés, notamment dans le Puy-de-Dôme, du coup, ils en mettent, tu vois? C'est des premières catégories, mais elles sont, heu, bah, voilà, le cheptel, existant et il est voué à disparaître, et du coup, il crée un parcours spécialisé, souvent no-kill d'ailleurs et il déverse ces poissons-là et comme tu l'as dit, l'arc-en-ciel ne concurrence pas directement la Fario donc et puis finalement, très souvent, elle finit par dévaler d'une saison sur l'autre. C'est rare de retrouver ces poissons, même en no-kill. C'est excessivement rare. Moi, j'ai qu'un cas d'une truite. Ça fait 2 ans que je la prends coup sur coup sur un no-kill et j'ai commencé à la prendre, elle faisait 30. Maintenant, elle en fait 45.
mais c'est excessivement rare la plupart du temps. Elle finit soit dans un panier, soit dans le barrage, en aval. Tu citais Arnaud, qui prenait des truites. Tu vois, il a pris une truite arc-en-ciel sur un barrage, qui est à côté de chez nous parce qu'on habite l'un à côté de l'autre et c'est des poissons de bassine, voilà, qui ont fini dans le lac et qui ont grossi dans le lac. Donc ça reste un bel outil d'halieutisme. Mais alors Voilà. d'ailleurs justement là, comme on en parle toujours un peu, c'est un peu l'hypothèse basse. Alors c'est peut-être parce que le thème c'est l'ouverture, de la truite. Mais moi Mmh. par exemple ces arcs-en-ciel, si je les aime bien, c'est parce que d'abord c'est ouvert en Ça fait, se bat même bien, pendant la fermeture, ça puisqu'en se fait il y bat. a des réservoirs et que streamer on peut faire des poissons de 60, 70, 80 centimètres et que moi je trouve que c'est un fantastique poisson de Et sport puis en fait. Bill disait, la truite, pas à la Patagonia, mais la truite à la pâte à truite, en Patagonie, Ah parce que moi stylé ça. j'y vais de temps en temps. Tu as quand même, côté argentin par exemple, tu as au moins 60 du cheptel truite qui est concerné par les arcs-en-ciel et je peux te Ouais. dire que les Argentins quand ils préfèrent avoir une arc-en-ciel au bout de la ligne. Par contre, pour la difficulté de capture, ils préfèrent une Fario parce qu'ils disent que une arc-en-ciel, c'est un peu, tu vois, un peu bêta, quoi. C'est un peu des bourrines, tu vois? Elles se battent, elles réfléchissent pas. Mais Une d'ailleurs, un Fario jour, je parlais avec Gaël Even qui m'a fait remarquer qu'il y a beaucoup de poissons. Bah, par exemple, l'exemple typique, c'est ce qu'on appelle la steelhead. Steelhead, en fait, ouais, voilà, c'est bien. ouais, ouais. Mais pas seulement. Par exemple, je crois que le king salmon ou je sais pas trop quoi, en réalité, c'est une énorme arc. Enfin, il y a plein Non, d'espèces comme ça qu'on fantasme, mais qui sont en fait c'est des arcs, en fait, ni plus C'est ni plus moins, quoi. compliqué que ça, ouais, c'est un peu comme si tu disais que le saumon atlantique est une Fario. C'est 2 genres, D'accord. il y a 3 genres de salmonidés, non, tu en as même un peu plus que ça. 4. Mais bref, les Vas-y, principaux dis-moi. genres de salmonidés, tu as les salmos, où là, Mmh, tu retrouves la truite Fario et toutes ses cousines, truites, tous ces écotypes déjà, les truites de lac, les truites de mer et puis toutes ses cousines, certaines espèces endémiques du Maroc, des Balkans, comme la truite à lèvres molles et puis tu vas retrouver le saumon atlantique. Donc ça, c'est les truites, ça vaut. Mmh, de l'ancien monde en quelque sorte, Europe, un peu Afrique du Nord et Asie de l'Ouest, on va dire. Après, tu as les Oncorhynchus où là, c'est c'est ça. plus sur les bassins pacifiques, donc Asie de l'Est, Extrême-Orient, du Kamtchatka et puis surtout Amérique du Nord, où là, tu auras donc les arcs-en-ciel, et leurs cousines, les Le cutthroat, les steelhead et cetera et puis les saumons du Pacifique qui sont comme le king salmon, le koho, enfin il y a 5 ou 6 espèces, plus quelques-unes au Japon. Et puis ensuite tu as les ombles, et puis tu as encore, d'autres genres un peu plus marginaux comme les équilibre. huchons, les taimens, Mmh. les lennoks et cetera. Mais donc c'est on va dire le king salmon est plus proche de l'arc-en-ciel effectivement, mais c'est pas une arc. La steelhead, ça se discute. Est-ce que c'est un peu comme la truite de mer, ou est-ce que c'est vraiment une souche à part entière? Il y a beaucoup de souches d'arc-en-ciel, hein, en Amérique, Mmh. là où elles sont natives. Et ça explique que c'est un poisson sur lequel on pourrait plus travailler. On le fait déjà, les pisciculteurs le font déjà pour avoir des arcs-en-ciel de qualité. Parce qu'il y a arc-en-ciel et arc-en-ciel. Il y a celles qu'on bassine, dont la qualité Ouais. s'est nettement améliorée au cours des dernières années d'ailleurs, hein, celles qu'on bassine pour les manger à l'ouverture. Avant, on aurait dit vraiment, des Ah, saucisses. ah des Maintenant, il y en a quand même qui sont de plus en plus jolies. Et puis tu as les arcs de réservoir, qui sont de mmh, plus en plus belles, qui ont des belles nageoires et celles-là, parfois, on les lâche aussi dans les rivières et ça peut faire des très beaux poissons qui peuvent rester parfois dans la rivière quelques années et qui finissent par parler fario. Enfin, elles deviennent vraiment, colorées, magnifiques, mmh, et compliqué. clairement, comme le disait Julien, sur les pêcheurs de Patagonie, une belle arc, c'est Ah, beaucoup plus combatif qu'une fario. C'est plus c'est clair. facile à attraper, mais c'est beaucoup plus combatif. Génial, j'ai adoré cette dernière partie de la conversation. J'ai adoré, génial. En plus, le côté un peu justement pas assez tranché, c'est comme si c'est comme ça, voilà, c'est pas clair, j'adore, vraiment super. C'est pas clair, Julien, j'adore, on retiendra cette phrase de Numa qui résume sa philosophie. ah ouais. Non mais j'adore, non mais il y a tellement de gens, surtout sur les réseaux sociaux maintenant, qui ont des grandes déclarations définitives sur un peu Oui, tout et c'est sûr n'importe que quoi. Voilà, avec et un c'est ce sur qu'on essaye de faire avec le magazine. On est conscient que c'est moins commercial, mais on nuance, on c'est ouvre le ça. débat, on ouvre à la contradiction et c'est quand même beaucoup mieux que de s'enfermer dans ses certitudes. Mmh. Et alors justement et Julien, avant, je te pré comme ça tu peux te préparer, la question que je vais te poser avant qu'on se dise au revoir, quelle est quelle prestation tu rêves que les gens,
t'achètes quelqu'un au téléphone et dire: «Ah bah, moi j'aimerais bien faire ça avec vous» et justement pour dire je rebondis sur ce que vient de dire de Bill, alors j'ai regardé un petit peu, évidemment les commentaires, surtout les premiers jours. Je suis assez surpris de constater que, sur la pêche et les poissons, visiblement, il y a encore pas mal de commentaires que je ne pensais ne plus voir sur internet. Moi, je vous le dis franchement, si vous ne savez pas vous tenir, derrière votre clavier, on vous bannira, tout simplement. Donc les insultes, les trucs comme ça, Ouais. voilà, j'ai pas du tout envie de dealer avec ça. Si je vous en veux pas, je sais pas quelle relation vous avez eue avec vos parents, mais s'ils ont pas su vous éduquer, c'est pas moi qui le ferai. Donc simplement, on vous dira d'aller voir ailleurs et vraiment, j'étais consterné de voir certains commentaires. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible que ça existe encore». Bref. Julien, alors quelle prestation tu rêves qu'on t'achète? Bah, tout simplement celle que je celle que je propose, Celle que tu vends. Mais non, tu pas mais une préférence? simplement Tu non, pas mais quelqu'un ça t'arrive jamais de te dire: «Oh là, il y a encore un mec qui m'appelle pour faire ça»? non, 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 Non? non, moi je suis ravi d'accueillir, les pêcheurs pour apprendre à pêcher la truite en rivière. Sincèrement, c'est le tu moi j'ai un bureau, c'est avec le massif du Sancy, en contre-champ, des rivières, j'ai 10 rivières autour de chez moi, bon certes les truites ne sont pas énormes et encore des fois on arrive à faire des beaux poissons, mais non, la transmission franchement, la lecture de l'eau, faire comprendre, faire, prendre conscience aux gens que c'est des milieux qui sont fragiles, mais que pour autant, dedans, il y a des vraies petites pépites. Les gens, en fait, ils repartent de là, ils sont reconnaissants, ils ont passé un bon moment, ils ont dû, dépasser leurs, limites, et toi, tu es acteur de ça. Écoute, non, 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 moi, je après, j'adorerais qu'un gars me dise, «Amène-moi, pêcher sur des flats, sur le Pacifique, à, traquer de bonnes fiches à vue». C'est un rêve, je l'ai jamais fait encore. Mais c'est un rêve, c'est un truc que je ferai forcément une fois dans ma vie. Mais voilà, c'est bien, repousser ses limites, ses rêves, c'est super, mais moi j'adore mon Auvergne, j'adore mon pays et j'adore le faire découvrir donc voilà. Je tiens à dire qu'à chaque fois que je vais dans le Cantal, là-bas, je veux pêcher à la truite, je demande à Julien des conseils et que franchement, c'est vraiment un super guide. À chaque fois, il nous amène sur des très, très bons parcours. On mettra en description de la vidéo les liens, pour le Cool. contacter. Et d'ailleurs, la dernière fois que je suis venu, on a vu au bord de l'eau un chien vivrin. Alors sachez que Oui, c'est un faux raton laveur, c'est un usurpateur. ouais, Donc c'est ça. voilà, ça c'est pas bien du tout. Donc voilà. Bon, il me reste plus qu'à vous remercier tous les 2, Bill, Julien. Je pense que c'était un Merci bon, Bill. podcast. On n'a pas pu s'empêcher de digresser sur des problèmes politiques, mais c'est bien, je pense que c'est un peu l'identité de ce podcast, ça fight un peu, c'est sympa. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas évidemment de courir acheter le dernier numéro de La pêche et les poissons avec un très, très bon, contenu. Merci à tous, à très bientôt sur, cette chaîne pour, Sur le fil de l'actu.